bonjour à tous, merci d'être venus. Le programme, donc Bruno vient de l'évoquer, on va essayer de faire comme ça, de surtout vous montrer plein de choses, hein, puisque évidemment c'est un sujet qui est quand même assez visuel. Il y a quelques années, certains auraient appelé ce débat « La tablette peut-elle sauver la presse ?» On a déjà remplacé le mot « sauver » par le mot « aider ». On va voir en tout cas comment la tablette et les autres supports numériques peuvent nous aider, nous journalistes, à proposer des contenus à nos lecteurs et à enrichir aussi nos propos journalistiques. Donc l'enjeu c'est voilà, à quoi ressemblera en 2030 la presse et les journaux. Il y aura du papier évidemment, il y aura du numérique évidemment. Si vous attendez, et alors là on va peut-être perdre la moitié de la salle, qu'on vous donne la recette magique qui sauvera la presse et les journaux, on ne vous la donnera pas parce qu'on ne l'a pas. En revanche, on a quelques intuitions et on a quelques données qui nous disent que de toute façon, un média ne tuera pas forcément l'autre et qu'il faut qu'on réussisse à intégrer tout ce dispositif ensemble et tous ces différents supports. Donc peut-être pour commencer, vous montrer, nous sommes en 1995. Alors attendez, ça va démarrer, c'est juste... Ça vient. Voilà. Donc regardez ce qui avait été inventé dès 1995 par Roger Fiedler, un Américain. Donc finalement, Apple n'avait rien inventé en lançant l'iPad en 2010. On était déjà sur un journal numérique qui se lisait sur tablette et avec des interactions. Et il disait, je vous le cite à ce moment-là, « Nous croyons que nous allons jouer un rôle dans l'évolution historique. Beaucoup de gens croient que les journaux sont des dinosaures, des animaux écrasés sur l'autoroute de l'information. Nous pensons exactement le contraire, que les journaux peuvent évoluer en mélangeant les vieux aspects qui nous sont familiers avec les nouvelles technologies qui émergent. » Voilà, ça c'est aussi ce qu'on va essayer de vous montrer pendant toute la matinée. Alors, pourquoi aujourd'hui y aurait-il des avantages à développer les publications sur tablette ? Le premier avantage indéniable, c'est celui, évidemment, de la diffusion. Donc on a de la chance puisque les derniers chiffres au JD viennent de tomber la semaine dernière. En 2014, on voit que 1,95% des ventes totales de presse étaient numériques. Alors vous allez me dire c'est rien. Évidemment c'est rien à côté des quelques 3,4 milliards de journaux papier vendus en 2014. Cependant, on voit bien cette évolution avec des courbes qui montent très, très fortement sur ces ventes numériques, avec de fortes disparités selon les supports, on va le voir. Le Monde, les Échos notamment, qui vendent aujourd'hui près de 20% de leurs exemplaires en numérique. Il s'est passé un petit truc cette année, c'est que la presse quotidienne régionale a dépassé la presse magazine en nombre de ventes numériques. Donc voilà, la presse quotidienne régionale est en train de faire aussi ce bond qui va continuer si on regarde la suite de la courbe. Et donc l'année dernière, en 2014, 71,3 millions d'exemplaires numériques ont été vendus en France. Donc il y a à la fois des ventes numériques individuelles, c'est-à-dire parce que les lecteurs achètent au cas par cas, et puis les ventes numériques au tiers qui sont, selon l'OJD, un vrai moyen aussi d'augmenter la diffusion et qui est en plein boom. On voit donc ce plus 60% de ventes numériques l'année dernière. Des fortes disparités évidemment aussi entre les différents types de journaux. On le voit, donc la presse quotidienne nationale est celle qui vend le plus en numérique, puisqu'on est aujourd'hui pas loin de 10%. Alors je vous dis avec de fortes disparités. Cédric nous dira peut-être quelques mots sur La Croix à ce sujet-là. En tout cas, voilà, les deux plus en avance sont les Échos, Le Monde. On va revenir sur la question des usages, mais évidemment, ce qui est important dans tout ça, c'est l'usage, c'est-à-dire à quel moment je lis mon journal et sur quel support. Les Échos, on est sur des lecteurs plutôt CSP+, donc très équipés en numérique, très habitués à lire sur les supports mobiles. Donc ça explique cette hausse. Et puis le groupe Les Échos qui a aussi toujours été en avance sur ces développements-là. Le Monde,
Ben, Le Monde, c'est un truc tout bête, c'est en le lisant en numérique, je peux lire Le Monde à 14h03, alors que si je suis abonné à Strasbourg, à Toulouse ou ailleurs, même si à Toulouse maintenant il y a l'imprimerie, je suis parfois obligé de ne le lire que le lendemain. Donc voilà, c'est là aussi où les supports numériques nous aident à diffuser nos journaux finalement dès qu'ils sont finis, et donc ils sont encore plus frais, on va dire, grâce à cela. Les autres raisons, donc fermeture des points de vente, hein, on nous annonce malheureusement qu'on va passer a priori en dessous des 25 000 points de vente de presse en France à la fin de l'année. On était à 30 000 il y a encore quelques années. Et puis la périodicité. C'est vrai qu'aujourd'hui, aller tous les matins acheter son journal papier, c'est pas forcément très simple. Alors qu'on verra que pour la presse magazine, la différence s'explique aussi par le fait qu'il est beaucoup plus aisé de trouver un journal sur une plus forte périodicité en vente en papier. La presse du 7e jour, bon, qui augmente, la PQR et la presse magazine. On est encore sur des chiffres très petits, mais tout ça va continuer l'année prochaine à croître fortement. On ne va pas s'apesantir là-dessus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pourrez voir sur notre blog, site presseetablette.com, l'ensemble des détails de ces tableaux et des analyses. Donc là aussi avec des chiffres qui nous ont été gentiment fournis par l'OJD avec qui on a travaillé. Voilà, donc on voit Le Monde aujourd'hui, c'est en moyenne 47 000 exemplaires numériques chaque jour. Mais d'autres, voilà, Paris Match, 10 000 pas par jour évidemment, mais par parution. Et puis on a là le pourcentage, on voit que certains, notamment la presse éco, fait jusqu'à 40% de sa diffusion sur support numérique. On le voit là aussi, donc qui aujourd'hui publie en numérique? Donc tous les quotidiens, presque tous les quotidiens nationaux, la presse du 7e jour, la PQR. Alors on verra après ce que ça veut dire publier en numérique, hein. C'est parfois seulement diffuser son PDF via un kiosque, et ça s'arrête là. Pour d'autres, ça va beaucoup plus loin. La presse magazine en retard. Alors pourquoi la presse magazine est entre guillemets en retard? Parce que la baisse de la diffusion est moins grave, on va dire, donc on s'est moins employé à essayer de... Enfin, elle est moins grave, parfois la pente est aussi sévère, mais dans un cas de grands magazines, ils partent de beaucoup plus haut, donc il y a entre guillemets un tout petit peu moins le feu. Parce que l'usage de lecture reste très papier, encore une fois, on va reparler de ces usages. Nous, on n'est pas là pour dire la presse papier va mourir, bien au contraire. On est là pour dire qu'il y a peut-être un temps pour tout et un support pour tout. Donc voilà, son mensuel de décoration, on a envie de le laisser sur sa table de salon ou sur sa table de chevet parce que c'est aussi un bel objet. La périodicité, donc on l'a vu, c'est plus facile de trouver un magazine sur un mensuel. J'ai quand même beaucoup de chance de le trouver tout au long du mois, alors que le quotidien, tous les matins, c'est compliqué, on l'a vu. Le format magazine, format A4, plutôt adapté aussi à une lecture confortable et facile. Et puis aussi, et je pense que c'est ça le plus important, parce que les magazines numériques sont chers. Aujourd'hui, je dirais qu'acheter un quotidien 89 ou 99 centimes, alors certains sont à 1,99 mais en numérique, je dirais que le geste, on va le faire un tout petit peu plus spontanément que d'acheter un magazine numérique mensuel à 5,99 € sur son kiosque, où là on se dit, je préfère quand même aller chercher le papier, au moins pour 6 € j'aurai un objet. Et puis je vais le garder tout le mois, alors que le quotidien, je le prends, je le lis, et puis 10 minutes après, il est dans la poubelle. Donc j'ai un tout petit peu moins de scrupules aussi à l'acheter en numérique. Et puis pour terminer sur ce panorama un peu général des publications numériques, voilà, on le voit que les thématiques qui vendent le plus en numérique, ça reste l'économie, le juridique, suivi de l'actualité. Et puis il y a aussi quelques niches, hein. Vincent a déniché justement des titres de parapente, de voile, de surf qui font un carton sur le numérique, mais c'est quand même la thématique économique qui marche le mieux. Alors on va parler un peu de la tablette, son marché, quel type de tablette les lecteurs utilisent. Donc déjà, un premier chiffre nous a été donné aussi par le JD, par son directeur général, Philippe Nitti, c'est 80% des ventes numériques se font pour les tablettes. Largement devant le smartphone et l'ordinateur. Ouais, un peu moins sur le smartphone, mais largement devant l'ordinateur, ça c'est sûr.
Et un autre chiffre aussi, alors c'est consulter la presse sur le premier usage sur tablette. Alors vous affolez pas, hein, c'est pas acheter son magazine ou son... Hein, c'est lire en général un site de news, aussi bien lire Le Monde en web sur tablette, c'est considéré comme un consulter la presse. Mais c'est quand même le premier usage de médias sur tablette. Les ventes de tablettes, bah, on a bien vu que c'était le taux de pénétration n'a jamais été aussi important. Ça veut dire qu'en, je crois que c'est en 2 ans, on est arrivé à des taux de pénétration assez impressionnants. Je crois qu'on va voir après que je crois que c'est un foyer sur 3 est équipé. C'est assez impressionnant. Donc effectivement, maintenant on dit qu'on est sur la phase plateau. Donc ça va être du renouvellement, mais déjà c'est vrai qu'il y a des tablettes dans les foyers assez régulièrement. Alors après, il y a la guerre, Apple, Google, Android, iOS. Apple est encore devant, mais parce que c'est une marque unique. En revanche, au niveau tablette, maintenant, Google et Android sont largement, au niveau OS, sont largement devant. Parce que supporté par plusieurs constructeurs. Donc là, un foyer sur 3. Donc par rapport au smartphone, qui est quand même largement devant, la tablette représente 30% d'équipement. Ouais, plus 30% d'optimisation. Et alors là, c'est le marché des applications. Alors, la presse, sur le store d'Apple, il y a 1,4 million d'applications. C'est impressionnant. Donc, on vend dans un store qui représente 1,4 million pour Google. Alors, Google est passé largement devant aussi au niveau téléchargement. Ils ont, je crois qu'au niveau monde maintenant, c'est à peu près 70% de plus de téléchargement que sur la plateforme Apple. En revanche, au niveau du chiffre d'affaires, c'est complètement l'inverse. Le chiffre d'Apple annonce les 10 milliards annoncés du chiffre d'affaires sur Apple Store. C'est à peu près 80% de plus que le chiffre d'affaires d'Android, de Google. C'est encore plus marqué en France, je crois que si on est à peu près à 80% de plus en France pour 30% seulement de plus de téléchargement sur Android. Donc beaucoup plus de téléchargements sur Android, mais gratuit, par rapport à beaucoup plus de téléchargements payants sur Apple. Et je crois qu'ils ont annoncé ce qui représente à peu près le même pourcentage d'augmentation. Je crois que l'année dernière, il y a eu à peu près 55% de plus de ventes en numérique sur les différents stores, qui représentent à peu près la même chose que les 60% pour la presse. C'est vrai que la presse n'est pas au niveau des achats, des ventes de magazines, on représente à peu près le même pourcentage d'achats que pour les autres applications. Donc là, c'est une étude que j'ai réalisée sur les chiffres d'Apple Store. J'ai essayé de récupérer au niveau information à peu près les grands éditeurs français ou tout ce qui touchait à peu près actualité, magazine, sur la partie vente d'applications. Et là, c'est à peu près les différentes stratégies de différents groupes qui soient... donc, c'est en orange, vous avez ce qui est sur le kiosque Apple. Et en vert, c'est ce qui est vraiment... Non, en orange, c'est ce qui est sur l'Apple Store. Et en vert, c'est ce qui est vraiment sur le kiosque. Ça veut dire vraiment ciblé très magazine, presse. En tout cas, presse, magazine, quotidien, hebdo. Donc voilà, il y a des groupes qui font du mixte, ça veut dire que chaque titre a à peu près son application, ce qu'on appelle de flux pour tout ce qui est smartphone, et une application dédiée pour son magazine ou la presse. Il y en a qui sont presque 100% purement application et rien sur le store. Il y en a, c'est l'inverse, tout en application flux et absolument rien en magazine. Donc ça, on verra. Je crois que Cédric parlera à la partie Bayard qui est assez évident. Et une autre indication, alors c'est les notes que j'ai récupérées sur l'Apple Store aussi, donc exactement sur le même périmètre de presse. Et on s'aperçoit que les notes pour tout ce qui est magazine, c'est-à-dire sur le kiosque, sont beaucoup moins bonnes que les autres applications, exactement du même périmètre, c'est exactement les mêmes éditeurs, parce qu'on fait des choix différents. Mais les applications de flux sont généralement beaucoup mieux notées que les applications de presse. Alors pourquoi il y a plusieurs... alors généralement il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà les notes qui sont à 0 parce que l'application généralement sur un store est gratuite.
On l'ouvre et la première chose qu'on demande, c'est de payer. Donc en fin de compte, on n'a absolument rien, on n'a même pas... Alors quelquefois, on a des numéros, des exemplaires un peu gratuits. Alors maintenant, ça se fait de plus en plus. Il y a par exemple Le Monde qui met la première partie de son magazine en gratuit et après c'est payant. Il y a ça, il y a après ceux qui sont déçus. Alors vous verrez que maintenant le PDF est devenu, alors des fois au mieux un simple PDF, au pire un vulgaire PDF, vous avez des notations là. Et alors ceux qui sont encore plus mal notés, c'est ceux qui ont fait le choix d'avoir une application un peu avec une maquette dédiée, ça veut dire assez riche, avec beaucoup de contenu supplémentaire, des bonus, et qui reviennent à du PDF. Alors là, les notes sont dramatiques. C'est le cas d'ici, ou alors au mieux, on dit que c'est revenu un peu en arrière. Au pire, c'est que c'est un PDF d'une pauvreté affligeante. Vous voyez, donc faire attention aux allers-retours, c'est-à-dire que le contrat de lecture, quand on achète un magazine avec une mise en page dédiée, beaucoup de bonus, et qu'au bout de 3 mois, vous récupérez qu'un simple PDF, c'est vrai que là, les notes sont beaucoup plus basses. Alors voilà, le but c'est d'aller comme sur une tablette de plus en plus en profondeur, donc maintenant on va rentrer de plus en plus dans ces modes de lecture et sur l'évolution de la presse numérique, et puis après on vous donnera des exemples concrets et 10 questions à se poser avant de se lancer. Alors aujourd'hui, la tablette, elle change les habitudes puisqu'elle casse tout. C'est-à-dire qu'avec la tablette, et ensuite on verra que ça a été embrayé par les smartphones et les ordinateurs, on a cassé tous les rythmes. L'Obs devient un quotidien magazine avec l'Obs du soir qui sort tous les jours et qui vous raconte une petite histoire. Ouest France est devenu un quotidien national avec son édition du soir, lancé il y a un petit peu plus d'1 an. La Presse Plus, on y reviendra, le journal canadien est devenu un quotidien international. Le Monde devient dans 1 mois, à peu près, dans 3 semaines, un quotidien du matin. Tout le monde en a rêvé concernant Le Monde. Ça y est, ça arrive avec un quotidien du matin qui sera 100% numérique. On en dira aussi quelques mots tout à l'heure. Et puis La Croix, Cédric nous en parlera peut-être tout à l'heure, a aussi le projet, je crois, de devenir un quotidien du soir sur le numérique. La tablette, bon ça vous le savez évidemment, la tablette permet de faire des journaux qui font appel aux yeux, au cerveau, aux doigts. On essaie de n'oublier aucun des trois. C'est un support très sensuel, très sensoriel. Et c'est surtout un support qui permet d'arrêter le temps sans en perdre. C'est l'exemple d'ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'attentat à Ottawa, où donc la Presse Plus, donc ça se passe le matin, et puis de plus en plus aujourd'hui sur les sites internet, même sur les lives, vous savez, vous lisez « Et où en est-on de la situation à 18h ?» Parce qu'à un moment, des fois aussi, en termes d'infos, on a besoin de se poser, puis on a besoin de se dire « Ok, là, ça n'arrête pas depuis ce matin, qu'est-ce que je dois retenir ?» Et bien avec ces supports numériques, on peut aussi à un moment dire « Bon, là, stop, on s'arrête, on se pose, on fait un journal numérique avec un peu de distance. » Sauf qu'on n'a pas besoin d'une demi-journée pour l'imprimer et le diffuser, on a besoin de 10 minutes pour le mettre à disposition des lecteurs. Donc ça, c'est aussi une possibilité qui est offerte. La tablette est adaptable pour les journalistes. Alors ça a été, tous les gens qu'on a vus nous l'ont confirmé. Ça a permis de faire rentrer le numérique dans les rédactions. Pour celles, évidemment, qui ne l'avaient pas encore fait, puisque les journalistes y ont vu un ami. Au contraire du web, avec un grand W, quand il est arrivé il y a maintenant une bonne grosse vingtaine d'années ou une dizaine d'années dans les rédactions, on a vu ça comme le tout gratuit, pas du tout géré, ça part dans tous les sens. Évidemment, tout ça ne sont que des idées reçues, mais en tout cas, c'est comme ça que ça avait été perçu. La tablette, elle, a été appréhendée plutôt comme quelque chose déjà plutôt payant, plutôt haut de gamme, plutôt qui ressemble à un journal que je sais faire avec un début, une fin, une maquette, etc., etc. Donc ça a aussi une réputation assez positive, et puis évidemment c'est adaptable pour les lecteurs avec tout un tas de choses qu'on peut leur offrir, on va le voir très vite. La question qu'on pose souvent, la tablette est-elle un support mobile ? Vous le voyez vous au quotidien, votre tablette elle sort assez peu j'imagine. Aujourd'hui, c'est avant tout un usage à la maison, c'est-à-dire que 80% des contacts se font à la maison, et principalement dans le lit, encore. Donc ça veut dire qu'on ne raconte pas tout à fait les histoires de la même façon. Moi j'aime assez le concept de l'Obs du soir, qui nous raconte une petite histoire qu'on lit en 20 minutes,
un grand reportage, une enquête, un portrait, avant de se coucher, allongé confortablement dans son lit. Ça reste un support mobile, alors j'ai trituré un petit peu le concept, hein, je le reconnais. Ça reste un support mobile parce que finalement c'est le journal qui vient à soi. Donc la tablette, elle permet la mobilité du journal. Le dimanche matin, par exemple, vous n'avez pas forcément envie, vous avez envie un peu de faire la grasse mat et puis vous ratez l'ouverture du kiosque. Et ben, le journal, il arrive sur votre table de chevet à côté de vous. Et donc ça, c'est pas négligeable. Et puis ça reste quand même de plus en plus le support numérique privilégié pour lire hors du domicile. Alors c'est là où en fait c'est un support non mobile qu'on promène. On est assez peu connecté à l'extérieur, mais on va télécharger son journal avant de prendre le train, avant de prendre l'avion, et puis on va le lire pour le coup là, en mobilité. Comment répondre aux attentes des lecteurs de tout poil ? Alors une complémentarité évidemment avec le papier, on va y revenir sur tout ça, ça va être l'enjeu. Les points communs entre le papier et la tablette, le format pour un magazine, le toucher, hein, là aussi on est dans un support très sensuel, très sensoriel. La position de lecture, on verra qu'on est plutôt penché en arrière pour lire une tablette, au contraire du smartphone où on est plutôt penché en avant, en marchant, en faisant plein d'autres choses, et donc on ne donne pas tout à fait la même info. Le prix assez proche, on va y revenir aussi, qualité du texte, des photos, le partage, et puis on peut même faire du scrapbooking sur tablette, il y a des applications, Vincent m'a informé de ça, je ne sais pas si tu pratiques au quotidien. Mais... et puis les différences, évidemment, la main, et ça je pense que c'est la vraie différence, c'est-à-dire que vous achetez un magazine ou un journal, vous savez précisément pour combien vous en avez. C'est-à-dire vous savez très bien que le journal il fait 32 pages, donc il n'y a pas grand-chose dedans, ou alors il fait 90 pages parce qu'il y a un gros dossier. Ça c'est un des enjeux pour la presse numérique, c'est qu'on sait à peu près où on commence, mais on ne sait pas jusqu'où on va. Et c'est vrai que les repères de lecture, de montrer où est-ce qu'on en est et combien il y a à lire dans ce support sont un des enjeux. Les modes de narration, donc on verra raconter des histoires différentes, la connectivité, le sens de lecture. Votre tablette, les gens l'utilisent essentiellement en horizontal, donc au contraire du journal qu'on va plutôt lire lui en vertical. Et puis, autres avantages, on peut savoir précisément quel lecteur lit quoi à quel moment et où. Le stockage, beaucoup de gens qui achètent numérique disent j'en avais marre des journaux qui s'entassent chez moi, dans les toilettes ou ailleurs. Là, au moins, j'ai pas à faire le tri. Alors, c'est moins pratique pour les épluchures de légumes, mais en tout cas, c'est aussi un des enjeux. Ce qui est sûr, c'est que les lecteurs numériques sont aussi des lecteurs papier. Donc, on est là, on parle de complémentarité avec la presse. Alors il y a toujours des débats, dès que sort l'étude d'Audipresse qui montre que la presse a de plus en plus de lecteurs, elle est vraie. Après, il y a une différence entre les lecteurs et les acheteurs. Mais en tout cas, on sait qu'en termes de lecture, plus on lit, quel que soit le support, on voit que des gens qui ne lisent que sur mobile, donc smartphone et tablette, est en train encore d'augmenter. Mais voilà, il y a tout un paquet de gens qui lisent sur les trois supports, et ceux-ci sont ceux qui lisent le plus aussi sur le print. Les âges des lecteurs sur tablette, donc on le voit avec un pic là pour les trentenaires, au contraire du smartphone qui lui évidemment s'adresse pour l'instant plutôt aux plus jeunes et baisse au fil de l'âge. On est évidemment sur des chiffres plus petits, mais en tout cas plus flat et plus équilibré sur la lecture pour la tablette. Et puis enfin, alors ce graphe, vous le connaissez tous, on l'emprunte à Frédéric Filloux et Gasset du Monde des Notes, mais sauf que c'est ça l'enjeu pour nous, éditeurs, journalistes, c'est à quel moment mon lecteur va me lire, et en fonction du moment auquel il va me lire, sur quel support il va me lire, et donc qu'est-ce que je lui propose. On voit bien que la tablette, voilà, la tablette c'est la reine de la soirée, et c'est la reine de la nuit. Là vous retrouvez évidemment l'ordinateur au travail et puis le smartphone notamment en mobilité. L'exemple est assez marquant du Monde. Donc Le Monde qui a lancé il y a 1 an l'idée de sortir un quotidien numérique. Le projet initial c'était de sortir un journal numérique sur tablette tous les soirs. Et puis de fil en aiguille, la conclusion a été c'est bizarre de sortir un journal
numérique le soir, alors qu'on a déjà notre quotidien de l'après-midi qui a cette fonction-là. Donc essayons de creuser un autre créneau qui ne serait pas celui du soir, mais qui serait celui du matin. Mais si je vais le matin, je ne peux pas sortir que sur tablette. Je vais sortir sur smartphone aussi. Et d'ailleurs là même, ils vont d'abord, je crois, sortir un tout petit peu avant sur smartphone et sur tablette. L'enjeu c'est ça, c'est dire, moi, mon lecteur du Monde, le matin, il est plutôt urbain, donc il est plutôt dans les transports en commun, donc il va plutôt avoir tendance à utiliser son smartphone. Donc évidemment, ça c'est ça aussi qui doit nous diriger pour offrir des offres notamment complètes d'abonnement. C'est ce qu'a fait l'Obs en augmentant son offre d'abonnement, en proposant le soir une lecture tablette qui vient compléter le papier qu'on va lire dans la semaine, le site web qu'on lit dans la journée au travail, etc., etc. Donc voilà, ça, évidemment, c'est en fait le support, on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'usage et à quel moment mon lecteur me lit et sur quoi. En revanche, ça, Vincent l'a dit, ce qui est intéressant pour nous, c'est ça. C'est que le lecteur, il est prêt à payer sur tablette, plus que sur smartphone. Pourquoi ? Parce qu'on est, alors vous allez me dire sur smartphone aussi, mais on est dans un environnement où c'est facile de payer. Acheter un journal sur tablette, vous avez vu, c'est 3 clics. Même s'abonner pour un an pour 90 €, c'est aussi 3 clics. Se désabonner, on a compté, c'est 14 clics. Et c'est bien caché. Donc ça facilite le paiement quand même, l'application, puisque c'est assez intuitif. Et puis on a tendance aussi à... sur le smartphone, on veut les alertes, on veut le flux, on veut le tout venant. Il y a des projets qui se lancent qui sont plus dans le long, mais en tout cas, on est plutôt sur ce côté ludique, court. Sur la tablette, on est prêt à payer pour lire plus long, approfondi, payant. Alors on verra tout à l'heure l'exemple de Bandapart qui, lui, a choisi le modèle gratuit pour d'autres raisons. Voilà. Et enfin, pour terminer sur cette partie des usages, qu'est-ce qui rapproche le papier et la tablette? C'est la position de lecture. La tablette, le papier, vous êtes allongé sur votre canapé, dans votre lit, les pieds sur le pouf, sur la table de salon, et on va plutôt être en mode détente, en mode relaxation. Le smartphone, donc ça c'est Mario Garcia, le directeur artistique, qui a théorisé ça, et moi j'ai trouvé ça assez saisissant. Le smartphone, l'ordinateur, on va être plutôt penché en avant, donc très rentré dans les contenus, et surtout on a envie que ça aille un petit peu plus vite. On est plus dans une position de détente pour la tablette et le papier. Donc tout ça va nous servir à construire nos supports d'infos. Alors, quels journaux et magazines sur tablette? On va vous montrer 5 exemples, dont un qu'on évoquera juste rapidement, parce que ce sera Bandapart et d'autres le feront beaucoup mieux que nous. Le Daily. Donc The Daily, ça a été le premier quotidien américain lancé par Murdoch. On est en février 2011, donc seulement 1 an et demi après la sortie de l'iPad. Murdoch dit à l'époque, une nouvelle époque requiert un nouveau journalisme, et puis ça dure 1 an et demi. Ça dure 1 an et demi, ça se casse la gueule alors qu'il y a eu des millions d'investis. Pourquoi? Parce que, au début ce n'était que, ça n'est resté même qu'un support sur tablette, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de complémentarité. Il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas de papier, il y avait juste ce titre-là qui naissait de rien et qui n'avait pas d'autres accompagnants. Et puis c'était finalement aussi assez peu adapté sur l'info, il y avait beaucoup de choses un peu waouh dans tous les sens, mais c'était un tout petit peu léger en termes d'infos et en termes de contenu à lire, donc ça c'est une des explications, enfin deux des explications de la mort du Daily. Science et Vie Kids. Alors jusque-là, les 2 exemples qu'on vous montre sont des exemples qui sont un petit peu arrêtés, donc on finira positivement après. Donc Science et Vie Kids, c'est le journal qu'avait lancé Science et Vie, qui était complètement remaquetté, complètement remis en scène, avec des interactions, des vidéos, des photos, etc., etc. Ça a duré quelques mois, et ça Cédric pourra nous en parler, alors pas de Science et Vie Kids, mais aujourd'hui on ne peut pas concevoir un projet éditorial numérique sans penser en même temps, voire avant, toute la partie marketing. Parce que vous avez vu dans le kiosque Apple, vous vous y êtes tous perdus, vous avez tous essayé de trouver un truc que vous n'avez jamais trouvé. C'est quand même le kiosque qui est le plus compliqué à pratiquer,
Donc voilà, il faut qu'on soit aussi béton sur ces parties marketing, on va y revenir. Bande à part, voilà, je cite juste Anne-Claire, la tablette est une lanterne magique, nous avons réinstauré un dialogue entre la forme et le fond. Tout ça nous sera expliqué un tout petit peu tout à l'heure. La Presse Plus, alors vous en avez évidemment tous entendu parler, donc la Presse Plus c'est ce quotidien canadien, à la tête duquel Guy Crevier a décidé au moment où est sorti l'iPad en 2010, il a dit de toute façon vous pouvez penser tout ce que vous voulez, le papier c'est mort, donc quitte à mourir, autant mourir les armes à la main. Donc 3 ans de projet, développement de l'application 100% tablette, investissement de 30 millions de dollars, recrutement de 160 personnes, journalistes, vidéastes, développeurs, et sorti au mois de mars 2013 de la Presse Plus. Aujourd'hui, les journalistes de la presse, quand ils arrivent à la rédaction le matin, c'est pour faire un journal tablette. Et le soir, il y a une petite équipe de 10 personnes qui prend le contenu du journal tablette et qui le met sur papier. Donc vous voyez, on est pile dans le process inverse de ce qu'on peut faire ailleurs. 100% gratuit, donc 100% publicitaire. Et avec, on verra tout à l'heure, une narration et une réinvention vraiment de la façon de raconter des histoires. C'est-à-dire que quand ça ne mérite que 5 photos légendées, on ne fait que 5 photos légendées, on n'a pas besoin du texte de 4 feuillets autour qui ne sert à rien. Alors vous allez me dire quel bilan? Le bilan en termes de diffusion communiqué par la Presse Plus est très positif, puisqu'on nous annonce des téléchargements, environ 150 000 téléchargements par jour. La Presse Plus, la presse papier, c'était 210 000 exemplaires papier. Ils sont retombés à 150 000 volontairement, ils ont arrêté toutes les diffusions gratuites, notamment dans les hôtels et autres choses de ce genre-là. Le modèle publicitaire, on attend, pour l'instant il n'est pas encore assuré. Ils ont réussi à vendre leur technologie à 2 autres journaux au Canada, donc ils espèrent un peu exporter ça. Ce qui est sûr, c'est que tous les éditeurs français ont les yeux rivés là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que leur modèle peut marcher? Et donc, on verra aussi avec le modèle sur un support, enfin sur une périodicité différente de bande à part, la gratuité et la publicité, et un journal spécifiquement sur tablette, comment ça peut marcher. Et puis, à une autre échelle, un petit clin d'œil pour le JHM+, qui est le journal de la Haute-Marne, qui vend quelques dizaines d'exemplaires chaque mois. Donc autant dire qu'ils ne gagnent absolument pas un rond avec ça, mais qui font tous les mois un journal 100% tablette en plus de leur quotidien. Et Frédéric Thor nous dit, cela n'en fait pas un modèle économique qui remplace le papier, mais cela prouve que notre journal de 70 ans s'est entré dans le numérique. Voilà, c'est un pas pour aller vers la suite. Donc là, on va essayer de voir les 5 grandes familles de magazines et de presse qu'on peut trouver donc, sur tablette. Donc il y a 2 grands pôles, il y a ce qu'on appelle nous le PDF, le réplica, ça veut dire que c'est exactement la maquette du print qui est proposé sur tablette, et puis ce qui est remaquetté, ce qu'on a remaquetté directement pour la tablette et ce qui est dédié à la tablette. Donc le PDF simple, tout le monde le connaît, hein, on envoie le même PDF qu'à l'imprimeur, on l'envoie généralement à un prestataire et il vous le met sur un kiosque, soit générique comme kiosque.fr ou sous votre marque. Donc ça se feuillette, exactement pareil, on peut zoomer et dézoomer, donc il faut même zoomer et dézoomer généralement pour le lire, c'est un peu l'inconvénient. Mais on retrouve exactement le même contenu que le print. Le PDF enrichi, c'est à peu près la même chose, sauf que des personnes en post-production ont rajouté des petits boutons, généralement on rajoute des petits boutons sur la maquette, et quand on clique dessus, on a un diaporama, une vidéo, un son, généralement c'est à peu près ce qu'on trouve, des bonus, des fois pour Automoto on avait mis les documentations techniques des voitures. Après, dans la dernière famille pour la partie PDF, c'est le PDF avec Reflow. Donc là, c'est un peu différent. On a toujours le PDF. Mais généralement, quand on appuie sur un article, on peut avoir une lecture différente. Généralement, une lecture un peu sous présentation un peu web, où on peut augmenter et diminuer la police de caractères si on est voilà, et avec généralement la liste des articles sur le côté. Donc là, ça on le trouve beaucoup pour les quotidiens, parce que pour faire ce type de produit,
Il faut envoyer évidemment le PDF, donc ça, il n'y a pas de souci, mais généralement, il faut aussi envoyer des articles bien structurés avec le titre, le chapeau, les inters, des images. Et donc, soit c'est en fait soit automatiquement d'après le PDF, donc il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle la découpe de PDF. Ça marche très bien pour les quotidiens, ça commence à devenir assez moins bien pour tout ce qui est magazine. Par exemple, une page shopping de magazine, ça ne fait absolument rien du tout. Au mieux, on a un espèce de diaporama avec toutes les bouteilles de parfum, et puis un article qui vous dit les prix, mais sans aucune liaison entre les deux, donc c'est assez incompréhensible. Pour les quotidiens, ça marche assez bien. Donc on va quitter la grande famille PDF, et donc après, c'est ce qu'on appelle maquette dédiée. Ça veut dire où il y a eu un travail de fait au niveau du directeur artistique et de la mise en page pour vraiment se caler à la tablette. Donc ça, c'est l'exemple du Monde, avec son principe d'accordéon. Ils ont fait un très beau travail aussi de césure, de caractère pour avoir une bonne lecture en colonne. Ça, c'est l'exemple du JDD. Donc en gros, ça ressemble à peu près à de la production pour un site web. Ça veut dire qu'on a un contenu structuré qui est produit par une rédaction, et on a des gabarits qui est fait par la direction artistique, et puis on mixe les deux d'après des règles, soit parce que c'est telle rubrique, soit parce qu'il y a un mot-clé qui détermine que c'est le résultat sportif. Et enfin, la dernière famille, c'est ce qu'on appelle la mise en page dédiée manuelle. Donc c'est exactement la même production que pour le print, généralement avec les mêmes outils, InDesign, que vous utilisez pour le print, sauf qu'il y a des fonctionnalités qui ont été rajoutées pour pouvoir mettre des interactivités vidéo, pouvoir scroller le texte, pouvoir faire afficher des pop-up par-dessus, mettre des slideshows, des diaporamas. Donc ça, c'est ce qui demande évidemment le plus de travail, parce qu'on refait en gros un magazine complet, même si maintenant on essaye d'avoir des automatismes qui peuvent passer d'une mise en page print à une mise en page tablette, mais ça reste quand même assez manuel. Donc avantages et inconvénients, avantage du PDF, c'est qu'il est vraiment facile et pas cher à publier. Donc ça, c'est le principal. Il est aussi diffusable sur de nombreux kiosques. Ça veut dire qu'on peut le mettre sur kiosque.fr, sur ePress, sur Relais. Il est aussi basé sur un standard que le PDF, qui est assez pratique parce que c'est quand même un standard. Vous allez voir que justement la mise en page dédiée, c'est loin d'être le cas, ça peut poser problème. Et puis ça a aussi un grand avantage, c'est que c'est comptabilisé pour le JD. C'est-à-dire que même si vous faites une maquette dédiée, si vous passez votre temps à faire une belle présentation pour tablette, généralement on rajoute le PDF pour qu'il soit comptabilisé par le JD. S'il n'était pas, le JD le comptabiliserait pas. Donc souvent le point le fait par image qui est complètement dédié, ils le mettent à la fin en espérant que le lecteur ne le trouvera pas, mais c'est le seul moyen de l'avoir. La mise en page dédiée, alors évidemment ça demande beaucoup plus d'efforts, soit parce qu'il faut structurer le contenu, soit parce qu'il faut faire des maquettes et faire une mise en page adéquate. Plus sécurisé, plus sécurisé, c'est aussi le pendant que généralement c'est pas basé sur un standard. C'est un peu l'inconvénient, c'est que généralement vous savez choisir un prestataire, et en choisissant ce prestataire, vous allez choisir un standard. Ce qui fait que si vous voulez après partir de ce prestataire, vous êtes un peu bloqué, parce que cette technologie-là, et ce format qu'il a, ne peut pas être transportable forcément sur une autre technologie. C'est ce qui est passé par exemple pour ceux qui avaient commencé, je crois que c'était sur DPS d'Adobe, et qui ne pouvaient plus faire la mise en page dédiée, qui ont voulu passer sur une autre technologie basée sur le PDF. Et ils n'ont pas pu traduire ce qu'ils avaient fait, le premier travail qu'ils avaient fait quand ils avaient fait une mise en page dédiée. Et donc, le lecteur, en changeant d'application, il a fait une mise à jour et s'est retrouvé avec que des PDF et a perdu toute cette mise en page et tout cet enrichissement qui avait été fait avant. Alors, Good Food de la BBC a fait exactement la même démarche, et ça a été un tollé parce qu'en fin de compte, ils proposaient des recettes. On pouvait garder ces recettes, on pouvait faire des fiches recettes, et à un moment donné, vous changez d'application et vous perdez tout, et vous vous retrouvez avec un PDF. Donc la mise en page dédiée, voilà, c'est plus d'efforts, mais l'inconvénient, c'est ce format propriétaire. On se retrouve un peu au début de la vidéo, où on avait le lecteur qui dépendait de la cassette. Je ne sais pas si vous vous souvenez des problèmes de standard. On est à peu près pareil. C'est un problème aussi pour tout ce qui est publicité.
Parce que quand vous voulez diffuser une publicité, alors si c'est une publicité PDF, il n'y a aucun souci. Dès que c'est une mise en page dédiée, il faut demander à sur le journal sur lequel vous devez publier, sur quelle techno il est, et puis refaire façon PDF, refaire façon Aquafadas, refaire façon Tuxel. En revanche, l'avantage, évidemment, c'est que c'est normalement parfaitement adapté à la lecture sur tablette. Au niveau du caractère, vous n'êtes pas obligé de zoomer, vous avez soit une navigation en croix, soit une navigation en linéaire, mais tout est fait pour qu'au niveau de lecture, ça soit facile. Et donc on va terminer 5 minutes avant de laisser la parole à nos intervenants qui vont nous parler de choses encore plus concrètes sur les 10 questions à se poser avant de se lancer. Gratuit ou payant, évidemment, c'est la première question. Est-ce que j'offre mon journal numérique ou est-ce que je le fais payer? Si je le fais payer, à quel prix je le fais payer? Évidemment, un petit peu moins que le papier, mais c'est une des questions à se poser. Avec ou sans pub, la deuxième réponse dépend un peu de la réponse qu'on a donnée à la première question. Mais en tout cas, si on fait de la pub, il faut des publicités qui sont adaptées elles aussi au support. Et c'est pas encore très simple à trouver ce genre de publicité en France aujourd'hui. Connecté ou non, est-ce que mes lecteurs devront télécharger l'ensemble du journal avant de partir dans la forêt pour le lire? Si la réponse est oui, très vite, les iPads et autres tablettes vont être saturées, donc ça va poser des problèmes de poids. Ou est-ce que je considère, vu que la tablette a d'abord un usage maison, que le lecteur peut le lire en mode connecté avec du Wi-Fi? Horizontal ou vertical? Une autre question assez importante. Évidemment, si vous prenez les deux, c'est 2 fois plus de boulot. Aujourd'hui, on sait que les lecteurs lisent principalement en horizontal. Tous ceux qui ont fait le choix d'une seule orientation, enfin la plupart, ont plutôt décidé d'orienter la tablette horizontale. Certains font quand même du vertical, et notamment, on n'en a pas parlé, mais pour se préparer à la phablette. Donc ces gros smartphones, qu'évidemment, eux, on va lire plutôt en vertical. Quelle place pour les pop-up? Là aussi, donc on sait que, alors je ne sais pas comment vous êtes vous, mais 60% des lecteurs sont plutôt des lecteurs intimes, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de toucher l'écran. Enfin, moi je fais ça, je remonte à chaque fois pour que la ligne que je suis en train de lire soit pile en haut, calée sur le haut de la tablette. Et puis il y en a qui ouvrent la page et puis qui reculent d'un mètre, qui s'allongent et qui lisent. Bon, voilà, donc il faut aussi s'adapter en fonction de ce qu'on propose et du type d'info qu'on propose. Quelle utilisation de l'image? On sait que ça, aujourd'hui, alors c'est même sur les sites internet, c'est ce qui marche le mieux aussi sur la tablette. Pour rentrer dans les articles, évidemment, il va falloir, on ne peut pas se permettre de faire un journal tablette avec des photos et des visuels de qualité moyenne. Donc c'est un des enjeux. Quels gestes? Évidemment, il va falloir se familiariser aussi avec tout ça. Quels gestes vont faire nos lecteurs? Ils vont taper, ils vont double taper, ils vont swiper, ils vont draguer, ils vont pincher. Attention, on met les boutons. Évidemment, là, je touche avec le pouce. Si vous mettez tous les boutons là, vos lecteurs vont vous faire rembourser leurs frais de kiné. Donc voilà, là aussi, c'est des questions qu'il faut se poser en amont. Quel picto et mode d'emploi? Alors, une petite anecdote avec Vincent, c'est une des rares choses sur lesquelles on n'est peut-être pas forcément d'accord. Est-ce qu'il faut un mode d'emploi? Alors, certains diront, mais s'il y a besoin d'un mode d'emploi, c'est que ton application est ratée. Moi, je pense qu'il en faut peut-être un, même si on ne doit pas forcément arriver sur le journal avec ça. Et Vincent, avec un moment avec un lecteur qui lui a écrit. Oui, alors, au niveau du mode d'emploi, moi, j'en suis revenu le jour où j'ai reçu un mail d'un lecteur qui n'arrivait pas à sortir du mode d'emploi. Et c'est vrai, après j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est vrai, et c'est surtout que je me suis réfléchi par rapport aux jeux. Vous avez vu 1,4 million d'applications, c'est pas que de la presse. C'est vrai qu'un jeu qui véhicule quand même des concepts beaucoup plus complexes normalement que la lecture, jamais vu de mode d'emploi, jamais. Hein, et c'est vrai qu'ils font un peu généralement l'inverse. Pourquoi c'est simple d'utiliser un jeu? C'est que la première étape, le premier niveau est très simple. Il est fait pour que vous réussissiez, et généralement on y arrive, et après ça se complexifie. La presse sur tablette, généralement, c'est l'inverse. C'est que le premier numéro, on a le temps, et c'est un florilège de toutes les interactivités que vous avez. Et le premier numéro, on a presque du mal à aller à la fin. Puis une semaine après, il faut le refaire. Donc on en met nettement moins. Et à la fin, c'est l'inverse, c'est exactement l'inverse. C'est que généralement, le 10e numéro est beaucoup plus simple que le premier numéro. Donc, si le premier numéro, on peut arriver à la fin de la lecture, c'est bien. Voilà, donc normalement le mode d'emploi il peut y être, mais ça ne peut pas être le point d'entrée. Souvent on voit deuxième page, mode d'emploi, pour lire. Donc, voilà.
Si on en met un, moi c'est plutôt à la fin. Finalement, on est d'accord. Au bout d'un an, on a réussi à peu près à se mettre d'accord. Et enfin, avant-dernière chose, la navigation et le chemin de fer. Donc voilà, on voit aujourd'hui comment on navigue dans une application, dans un journal sur tablette. Soit on navigue tout comme ça avec tous les sujets qui sont les uns à côté des autres, soit les sujets sont les uns derrière les autres et on rentre par le sommaire, c'est assez rare. Et aujourd'hui, ce qui est quand même le plus privilégié, c'est cette navigation en croix, c'est-à-dire que si je swipe en mode horizontal, je change de sujet, et si je veux aller en profondeur dans les sujets, donc je vais de bas en haut, soit il peut y avoir un cran entre chaque sujet, soit ils peuvent s'enchaîner sur une page longue. Et ça, c'est le principe général. Et puis enfin, et ça Cédric nous en parlera pour terminer, évidemment le marketing, c'est au cœur des enjeux. C'est-à-dire qu'il va falloir attirer notre lecteur, il va falloir éventuellement lui offrir... Quand vous allez dans un kiosque papier, le journal, avant de l'acheter, parfois vous le feuilletez. Et puis, des fois vous allez l'acheter, des fois vous n'allez pas l'acheter. Sur un kiosque, la plupart du temps, vous n'avez pas d'autre choix que acheter ou pas acheter. Et donc il faut penser aussi à des numéros gratuits. Le Point fait ça très bien, c'est-à-dire qu'il y a une partie du journal qui est lisible gratuitement avant d'acheter la suite. Voilà, il faut aussi permettre ce feuilletage. Il faut faire revenir nos lecteurs, leur offrir des coupons, leur gérer les abonnements, etc. Et puis un truc important, alors nous on le voit au JDD le dimanche, c'est qu'au moment où le lecteur vous lit sur tablette, la tablette devient le journal. Pendant l'heure ou la demi-heure pendant laquelle il lit son JDD le dimanche, sa tablette devient un JDD. Donc on a beaucoup de demandes auxquelles il faut répondre tout de suite, compris le dimanche évidemment. Et avec des gens qui commencent éventuellement très énervés, ça marche pas votre truc, c'est de la merde, etc., etc. On échange 3 mails avec eux pour se rendre compte que la tablette était déchargée. C'est arrivé une fois. C'est-à-dire qu'un lecteur, on a échangé, et au moment où il lit, d'un coup sa tablette, c'est pas un support qui sert à tout, ça devient son journal. Donc quelques problèmes qu'il y a sur la tablette à ce moment-là, c'est le journal. Donc il faut évidemment assurer aussi ce service après-vente et tout ça quand on fait ça. Les qualités, pour finir, il est mis à jour, il est visuellement attrayant, facile d'y naviguer, simple, il met en valeur les images. Il rend les doigts heureux. Et en guise de conclusion, avant de laisser la parole à Anne-Claire et Fouzi, évidemment, on n'en a pas parlé, mais l'enjeu, et on a la rédactrice en chef d'un journal, d'un hebdo tchèque, qui est le premier hebdo 100% gratuit européen à être lancé il y a 2 ans, qui nous dit évidemment un bon journal numérique, c'est d'abord un bon journal. Donc évidemment, on n'a pas évoqué tout ça ici, mais avant d'avoir des interactions dans tous les sens, il faut d'abord que le contenu soit intéressant et que le lecteur ait envie de nous acheter. Voilà, merci beaucoup. Et puis donc, je vais demander à Anne-Claire et Fouzi de s'approcher. Merci Cyril, merci Vincent. Est-ce qu'il y a une demande de précision sur les interventions? Eh bien, on enchaîne. Bonjour. Bonjour. Donc, Anne-Claire, Fouzi, donc racontez-nous, on va montrer sur cet écran-là des bandes à part. Racontez-nous cette folle aventure en quelques mots, les difficultés que vous avez rencontrées, les satisfactions, et puis voilà, on en est où aujourd'hui? Et merci d'être venu de Strasbourg. Merci de nous accueillir. Alors en 2 mots, la folle aventure débute il y a 2 ans. Fouzi et moi, nous avons il y a très longtemps travaillé sur les tournages sur les plateaux de cinéma, puis on a travaillé dans tous les supports de presse imaginables. Moi je viens de Radio France, mais j'ai aussi travaillé pour la PQR, pour la télévision, pour le web, pareil pour Fouzi. Et lorsqu'on s'est rencontrés, on avait tous les deux une envie énorme de trouver une nouvelle façon de raconter des histoires de cinéma. Et c'est vrai que la tablette existait depuis quelques années, et on y a vu en fait une boîte à outils, une boîte à malice, et l'occasion d'exprimer notre créativité. Et on avait très envie aussi de rassembler autour de nous des gens de talent, qu'ils soient vidéastes, photographes, dessinateurs, même musiciens. Comment ensemble pourrait-on créer une bande, notre nom, Bande à part, qui est aussi une référence bien sûr à la fois à Godard et à Tarantino qui a créé sa boîte de production Bande à part. Et on a créé cette équipe-là dans le but en fait de créer ce mensuel, le cinéma. Bande à part est un mensuel gratuit, disponible sur toutes les tablettes et les smartphones. Et il y a une version web qui pour l'instant est juste un player. Les choses sont à développer là. Et nous en sommes à notre 24e numéro, enfin le 23e est sorti jeudi dernier. Je te laisse enchaîner, Fouzi.
Effectivement, lorsqu'on a décidé de créer ce magazine, on s'est d'abord posé, on espère, les bonnes questions. Alors, moi j'ai été journaliste et aussi maquettiste, donc j'ai été des deux côtés de la barrière. Et on a essayé de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on aborde un magazine sur tablette. On l'a créé très tôt après la sortie des premières tablettes. Et on s'est dit, autant partir de la tech, plutôt que de faire rentrer des ronds dans des carrés. Intéressons-nous à comment se construit un carré. Et donc on a décidé de faire un magazine, en tout cas le premier numéro, après une longue préparation. On s'est dit on va le faire une page après l'autre, et on va voir combien de jours ça prend. Le premier a pris 24 jours à se construire, 24 jours de débugage. C'est pas 24 jours d'écriture, c'est 24 jours de débugage, page après page. Et lorsqu'on a construit ce magazine en 24 jours, on s'est dit on peut en faire un mensuel finalement. On ne va pas y passer toutes nos nuits et des litres de café tous les soirs, mais on va en faire un mensuel. Et aujourd'hui, on est à un temps de production technique qui est de 6 jours. On est passé de 24 à 6 jours. Technique, hein, évidemment, l'éditorial prend. Voilà. Ensuite, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait interagir tous les deux. La partie journalistique, la partie graphique et technique. Depuis, on a appris un terme qui est celui de designer d'interface. Comment est-ce qu'on peut faire une passerelle entre une équipe technique et graphique et une équipe journalistique, tout simplement parce que les deux se nourrissent, les deux discutent ensemble. Il y a des nouveautés sur les tablettes, il y a des impossibilités sur les tablettes, il y a des formats. Ils sont évolutifs. En 2 ans de magazine, ils ont énormément évolué pour nous. Il y a énormément de possibilités de dialogue entre les médiums, la vidéo, le texte, le son. Et cette information, au départ, ce sont les graphistes qui la possèdent. Ce sont des nouvelles tech. Et comment est-ce qu'on fait remonter ça aux journalistes? Comment on ouvre un horizon qui est déjà très ouvert, mais comment est-ce qu'on peut les alerter sur des nouvelles possibilités, sur des impossibilités aussi? Comment est-ce qu'on va ensuite, comme dans un shaker, décider qu'on va avoir 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes de vidéo dans un magazine, combien ça pèse? Puisque on peut après tout faire 200 pages, si on en a envie, ça ne coûte pas beaucoup plus cher, en tout cas en termes de papier. Mais ça va avoir son importance en termes de poids. Et avec tout ça, on se retrouve en général juste après la sortie du premier numéro. Anne-Claire travaille sur le sommaire. Et moi, je lui dis, c'est faisable, c'est pas faisable, je vois ça bien comme ça. Et entre-temps, on travaille, on remet tous les mois un peu le numéro à plat, et on travaille sur l'interface, le design d'interface, c'est-à-dire comment est-ce que le lecteur peut lire de la façon la plus agréable, la plus simple. On n'a pas de mode d'emploi, de bord à part. On est un des magazines qui décide de ne pas en avoir. Mais on va réfléchir les choses différemment. Par exemple, lorsque vous téléchargez le magazine, ça commence par une vidéo. Et à la fin de la vidéo, la page se tourne. Donc on indique déjà au lecteur que la page va se tourner. Donc, par exemple, il n'y a pas de une. Enfin, si, il y a une dans le sens où il y a dans le kiosque, la couverture du kiosque, Mm-hmm. qui est celle aussi qu'on envoie à tous nos contacts. Donc cette une là qui est en haut à gauche, Voilà. elle n'apparaît qu'ici. Elle n'apparaît qu'ici et en tout petit, je crois que ça fait une vingtaine de On a une anecdote juste là-dessus. On a des consultants qui, quand ils sont venus dans un magazine français, la première question qu'on leur a posée, c'est « Bon, allez, on s'y met. On fait quoi pour la une ?» Et le consultant leur a dit « Mais peut-être qu'il n'y a pas de une. Ou peut-être que la une, c'est autre chose. » Et donc là, vous êtes allé au bout de ça. Alors, donc quand on ouvre le journal, on arrive sur ce film. Il faut dire une chose, c'est qu'on a une chance folle, on est indépendant, on est totalement libre, en tout cas pour l'instant, donc on en profite. Lorsqu'on fait une effectivement, c'est dans le kiosque, ça correspond à évidemment à un contenu conséquent dans le magazine, mais notre vidéo, c'est un espace de liberté où chaque mois, on propose une petite plongée poétique, et ça peut être, le mois d'avant, c'était un lever de soleil sur la mer. Vous allez me dire, quel est le rapport avec le cinéma ? A priori, aucun, si ce n'est que le cinéma, c'est aussi la vie, et la vie, c'est le cinéma. C'est la belle idée de Truffaut, et elle sous-tend toute la philosophie du magazine. C'est comment, dans un magazine de cinéma sur tablette, que vous allez effeuiller avec vos doigts, qui va engager toute votre attention, enfin, du moins on l'espère, comment est-ce que vous pouvez aussi ouvrir les fenêtres et aller vous échapper ?
Et pourquoi pas avoir une fleur qui pousse, pourquoi pas avoir un lever de soleil, pourquoi pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'octroie. Nous, ce qui nous excitait au départ, c'était de se dire, on va parler de cinéma, on va être dans l'actualité, on va aussi être hors actualité, et on espère enchanter les gens. Comment est-ce que l'on peut, avec cette boîte à outils formidable qui est à notre disposition, le son, le dessin, l'écrit, la vidéo, etc., comment est-ce que l'on peut raconter une histoire, comment est-ce qu'on peut embarquer les gens, faire d'autres univers qui sont ceux des gens que nous rencontrons, mais il se trouve que c'est des gens que nous choisissons, les sujets que nous choisissons sont des sujets qui nous inspirent. Donc nous sommes aussi, nous, très impliqués. Il y a beaucoup de nous dans nos pages, nous au sens toute l'équipe. Donc nous, on a tout de suite envisagé la façon de traiter l'information comme un dialogue entre l'auteur des pages et les auteurs que nous rencontrons. Quel est le point de jonction? C'est ce que disait Brassens. Brassens disait, moi, quand j'écris une chanson pour quelqu'un, j'ai besoin que cette personne fasse quelques pas vers moi. J'adore cette idée, c'est-à-dire qu'on va faire un pas vers quelqu'un pour essayer de comprendre, qu'il soit scénariste, producteur, réalisateur, acteur, mais dès lors que c'est moi, l'auteur de la page, et j'entends, c'est un moi élargi, c'est-à-dire aussi le graphiste qui va travailler sur cette page. Quel va être le point de rencontre? Et l'idée, c'est ça, c'est la rencontre. Qu'est-ce qui nous anime, nous, journalistes? C'est rencontrer des gens. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette rencontre-là? Et ça va être aussi nécessairement la rencontre entre deux esthétiques. C'est ce qui donne nos pages, en fait. En tout cas, c'est vraiment la philosophie de fond. Mais alors, pourquoi avoir fait ça sur tablette et pas sur un site internet? Alors, on voit aussi comment la tablette a finalement inspiré un paquet de choses qui se passent aujourd'hui sur Internet. Je ne sais pas si vous voyez tous les longues formes, l'équipe Explore, etc., qui, alors maintenant, qui sont plus tout jeunes, mais en tout cas, tout ça, c'est un peu né sur ces supports-là où on a appris à aller en profondeur. Donc aujourd'hui, vous avez aussi une déclinaison sur le site. Donc quel est le lien entre la tablette et le web et votre choix? Comment vous le justifiez? Pourquoi avoir fait ça sur la tablette? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout cas moi je viens du print. Et avec Anne-Claire, on aime le papier et on aime surtout la façon de maîtriser les maquettes, la façon dont le texte et l'image va être rythmé, dont en travaillant sur la police, on va dire quelque chose du texte, en travaillant sur la couleur, en travaillant sur des pleines pages de photos, voilà, en laissant de l'espace, de la respiration, etc. Et ça, c'était pas possible sur le web. Voilà. Où ça demandait on va dire, une maîtrise qui n'était pas la nôtre, qui demandait beaucoup trop d'intermédiaires pour arriver à cette envie très cadrée, esthétique. Voilà. Donc certains des concepts d'Anne-Claire étaient déjà sur le web. Mais entre regarder, lire un texte, ensuite regarder la photo, ensuite avoir un bouton play, c'est pas la même chose que arriver sur une page où on a la photo et lorsqu'on passe d'une photo à l'autre, le son se déclenche et ça crée une poétique entre le son et l'image. Voilà. Et ce qui nous plaisait aussi, c'était de se dire qu'il y a l'objet tablette. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans la présentation. On aime beaucoup la sensualité, l'idée qu'on déclenche les éléments avec les mains. Je pense que sur le plan du cerveau, c'est pas exactement la même chose qui se produit. On n'a pas le même rapport, la même concentration, la même émotion. On tient les choses dans les mains. Il y a un rapport intime en fait à la tablette, plus qu'avec l'ordinateur. Déjà parce que c'est fragmenté, parce que vous avez vos mails qui apparaissent, parce que vous n'êtes pas le soir dans votre lit avec votre ordi, etc., etc. Et pour répondre à votre question sur le web, effectivement, c'est l'enjeu. C'est-à-dire, la tablette l'App Store fait partie du web. Et ensuite, on va réfléchir les différents supports sur les temps de lecture. Mais vraiment, votre présentation était parfaite là-dessus, sur les temps de lecture, sur les gens qu'on veut toucher, etc. Donc aujourd'hui, on a commencé par peut-être plus compliqué, la tablette. On est en train de réfléchir à un site et en réfléchissant les temps de lecture, la façon dont l'information va être donnée, la façon dont l'information va être fragmentée, etc. On est en train de réfléchir à ça, sur une version smartphone aussi. Mais effectivement, le multi-support est nécessaire. D'accord. Et alors, un petit mot quand même sur le modèle économique. Alors, nous sommes gratuits. On avait fait ce choix-là parce que toutes les études que l'on voyait aux États-Unis notamment prouvaient qu'il fallait d'abord se faire connaître, construire un lectorat. Le paiement en France, en tout cas, était vraiment... Il y avait assez peu de gens qui étaient prêts à payer pour un magazine qui est natif en plus de l'App Store. On n'a pas derrière nous un support papier qui vient propulser en fait, le titre en avant. Donc il fallait déjà apprendre à se présenter aux gens et puis se faire connaître.
Nous avons signé il y a un an un contrat avec une régie publicitaire qui s'appelle Talent Group et qui est spécialisée dans le cinéma. Donc nous commercialisons le magazine et vous voyez là, vous avez pu voir apparaître une dizaine, voilà, une petite dizaine de 500 études par exemple de publicité. Alors il se trouve que on a 100% de pub cinéma. Donc ça s'intègre relativement bien, on n'a pas de choc esthétique, on n'a pas de jambon EFTA ou autre qui vient s'insérer entre deux pages. Mais cela dit, on verra comment les choses évoluent. Pour l'instant, on a surtout su séduire les gens de l'industrie du cinéma. Ensuite, on est arrivé très tôt sur l'App Store, donc très tôt déjà pour les lecteurs et donc très tôt pour les agences de pub. Vous avez été récompensé de plusieurs prix? On a été récompensé par plusieurs prix, mais tu vois. Oui, on a eu la première année, puis le dernier prix en date, on a eu 3 prix. On a eu le prix du meilleur magazine de cinéma digital de l'année au Digital Magazine Awards à Londres. Et puis un an avant, on avait le prix du meilleur nouveau magazine de l'année. Cette année, on a damé le pion à Empire, on n'était pas peu fiers. Voilà, nos pubs, c'est vrai, vous l'avez aussi évoqué dans la présentation, il y a relativement peu d'efforts de fait de la part des marketeurs pour la tablette. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très inventifs. Donc et ce qui compte surtout, c'est la bande-annonce. Cela dit, dans le cinéma, la bande-annonce est le premier vecteur de communication. Donc ce qui compte, c'est qu'elle soit embarquée. Pour répondre aussi à une des questions que vous avez posées, le magazine est à 90%, 95%, je dirais, lisible hors connexion. On n'a vraiment que quelques liens à Internet, notamment au début, dans les petites infos, mais sinon, tout se lit et tout s'écoute aussi. Et là, c'est très important, toutes les discussions qu'on a avec Fouzi, c'est comment, quel dosage il va falloir avoir entre le son, la vidéo, le texte. On peut même dire qu'on s'engueule. Ouais, parce que moi j'adore le son, j'aime la radio, donc je pourrais en mettre à toutes les pages. J'aime énormément l'idée que dans Bande à part, vous avez des échantillons sonores. Parce que quand vous allez voir André Dussolier, il a une voix quand même incroyable. Et il faut qu'on ait capturé cette voix. Et moi, un je supporte pas l'idée que dans le train, on doit couper le son et qu'on loupe un bout de l'article. Vous voyez, les discussions se font comme ça. Sur alors, le modèle économique, vous nous l'avez expliqué, mais donc la question, est-ce que c'est rentable? C'est pas l'équilibre, encore. Qu'est-ce qui manque? Il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Il manque un deuxième support. Voilà, un deuxième support. Numérique, print. Alors, alors, vous posez la question du print vers le numérique. Nous, on se pose la question dans l'autre sens en se disant mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire un magazine papier? Non, un deuxième support numérique, quoi. Pour augmenter sensiblement notre auditorat, puisqu'on, comme on vous l'a dit, on est indépendant. Et puis, on sait bien parler sur le numérique, donc pourquoi pas un deuxième support numérique dédié, qui serait un site web, par exemple. Et donc, là, on serait plus que très certainement à l'équilibre. On a un gros souci, en fait, avec Bande à part, en application, c'est que les pages ne sont pas partageables sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est difficile de créer de la viralité, de se faire connaître. On demeure encapsulé, confortablement installé dans notre niche. Je veux dire, on est un peu à l'ombre, à l'abri. Alors, les gens qui c'est vrai que c'est un vrai sujet sur l'Apple Store, le partage et l'impossibilité de partage. Ok. Je vous invite évidemment à aller voir Bande à part. 1, parce que c'est gratuit. 2, parce que quand on parle avec Anne-Claire et Fouzi, là, ils sont très enthousiastes, mais quand on parle encore plus longtemps avec eux, on sort du coup de fil et ils sont enchantés par ce qu'ils font et ils mettent de la force là-dedans. Et donc, en tout cas, voilà, bravo, merci. On garde les questions pour après. On finit avec Cédric No, qui est donc secrétaire général numérique du groupe Bayard. Donc le groupe Bayard, c'est des quotidiens et des magazines. Et donc c'est une stratégie toute particulière sur les publications numériques que va nous expliquer Cédric. Bonjour. Alors, le groupe Bayard. Voilà ce qui va nous arriver. C'est-à-dire qu'en fait, le groupe Bayard, c'est un groupe qui a la particularité de travailler dans le temps, dans la durée. Et nos jeunes lecteurs, ils sont là. Et c'est pas tant la question de aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on lit, c'est la génération des 12-15 ans aujourd'hui. C'est que vous faites un petit travail de prospective en vous disant dans 10 ans, à 20, 25, 30 ans, quand ils vont arriver par rapport à nos produits papier, comment ils vont réagir. Alors il ne s'agit pas de dire qu'ils ne vont plus lire. Par contre, ils risquent d'être beaucoup plus fragmentés dans leurs usages. Juste, ce
qui est intéressant, c'est que ça, chez nos parents, parce que vous savez, Bayard Jeunesse fait partie du groupe, ça, lire un journal, un parent, il le vit très bien, voir ses enfants lire un journal. Par contre, quand un parent voit son enfant faire ça, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que ça ne renvoie pas quelque chose de positif, alors que là, on se dit, ah, là, il apprend. Ah non, là, il apprend pas. Là, il joue. Et ça, c'est pas bien. Non, il faut qu'il apprenne. Et donc, il y a une vraie culture, un changement de culture dans nos têtes d'éditeurs, là, qui doit se faire. Je suis heureux parce que tu as parlé des jeux vidéo. Alors là, vraiment, vous allez voir dans la présentation, allons nous inspirer de ce que font et comment travaille le secteur des jeux vidéo pour nous imprégner. Trois tendances, hein, la fragmentation du temps, fragmentation des écrans, tout fait qu'on est un peu perdu dans ce paysage-là. Convergence, ça veut dire que tout pointe sur le même écran, ça veut dire que votre univers de concurrence n'est pas votre copain éditeur que vous connaissez très bien, que vous voyez une fois par mois pour vous dire où est-ce que tu en es dans tes ventes et tes abonnements. Non, la concurrence, elle est partout, et en particulier sur les marques qui développent des contenus. Et puis des usages, parce qu'on a encore du mal à comprendre ce que font les gens avec ces appareils-là. Le groupe Bayard, sur dire rapidement, c'est qu'on a la chance d'être dans un groupe qui a 2 métiers et 3 publics cibles. Les 2 métiers sont la presse et l'édition. Et vous allez voir combien, face au numérique, on a remis autour de la table à la fois des journalistes et des éditeurs au sens de l'édition du livre. Et on les fait travailler ensemble. Et puis sur 3 cibles, la jeunesse, les seniors et le religieux culturel. On a 2 ADN, un contrat de lecture très fort, très engageant. C'est-à-dire qu'on a une qualité de contenu, une exigence de contenu qui doit se traduire dans nos produits numériques. Ça, c'est le premier ADN. Le deuxième, c'est la maîtrise de notre relation lien client-lecteur. Ça veut dire que contrairement à ce qui a été dit au démarrage, le JD, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est un lecteur qui nous achète. Qui nous achète. C'est pas un B2B2C, c'est-à-dire c'est pas Air France qui nous prend X exemplaires qui nous remettent à disposition, on ne connaît pas le lecteur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'un lecteur nous dise « je veux vous lire parce que ce que vous faites est bien ». Et on doit maîtriser cette relation lecteur et on va essayer de voir comment le numérique est en train on est rentré un peu en guerre, c'est-à-dire qu'on a énormément d'acteurs qui sont mondiaux, ce qu'on appelle les GAFA, les Google, Apple, Amazon, Facebook, les Agaco, Apple, Google, Amazon, Kobo. Tous ces gens-là sont à la fois nos partenaires, on travaille avec eux, mais il faut absolument garantir notre indépendance par rapport à ces acteurs-là. Il faut savoir juste que le groupe Bayard a une particularité, c'est qu'on a beaucoup parlé lecteur, audience. Le groupe Bayard est un modèle économique qui est basé sur l'abonnement, c'est-à-dire la capacité à vendre son contenu. Et ça nous donne une position un peu originale dans le sens où on est un gros des acteurs du e-commerce en France. En moyenne, 80% des sites du e-commerce font moins de 100 commandes par mois. Vous avez le top 1%, La Redoute, 3 Suisses, les grands acteurs, Fnac, Amazon, qui trustent, mais en dessous, vous avez beaucoup de petits acteurs. Le groupe Bayard réalise entre 300 et 500 commandes d'abonnement par Internet chaque jour. Voilà. Ça nous oblige à avoir une plateforme de vente et d'apprendre à maîtriser cette relation client-lecteur sur Internet. Le digital porte la même exigence de qualité de lien avec les publics que le papier, donc là, on fait exactement le même travail. Il est une occasion de porter la médiation Bayard plus loin en s'affranchissant de contraintes logistiques, économiques ou culturelles. C'est ce qu'on va essayer d'exploiter. On se dit qu'on a 2 enjeux. Vous avez d'une part un enjeu d'outils, ce qui a été vu ce matin, qui change les pratiques, les métiers, les compétences. C'est un enjeu RH, avant d'être un enjeu technologique. L'enjeu pour Bayard, c'est de monter l'ensemble des collaborateurs du groupe à un bon niveau du numérique. On sait très bien aujourd'hui qu'on ne fera pas le même chiffre d'affaires que dans le papier. Qu'on a une structure de coûts qu'il faut amortir et que tout le monde est sous tension. On est tous sous pression dans ce secteur-là. Et donc il est important d'aller chercher dans les ressources humaines, de travailler sur comment le numérique en tant qu'outil est en train de changer la donne. Et en face, on a le nouveau média, la télévision n'a pas tué la radio, mais c'est des nouveaux usages, de nouvelles attentes, de nouvelles relations. Et là, effectivement, il y a un enjeu économique. Si vous n'avez pas la capacité effectivement à amortir l'investissement que ça nécessite, il y a un problème pour de petits acteurs. Juste se redire quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus beau business model, il n'y a pas plus beau modèle économique que d'avoir 25 000 points de vente, kiosques, 25 000 points de vente de livres. Si vous avez un bon réseau de commerciaux sur le terrain, qui connaît son lecteur, sa proximité, vous êtes gagnant. Et ça, c'est une des succès de Bayard aussi, c'est qu'en vend ton kiosque,
on arrive à se maintenir alors qu'il y a une baisse. Il y a une forte présence des équipes terrain. Et franchement, il n'y a pas mieux aujourd'hui. En face, vous avez quoi? Vous avez 7 millions de tablettes, 4 plateformes et 4 vitrines de 20 produits. Point. Ça veut dire que si vous n'êtes pas mis en avant sur ces tablettes, vous faites combien de ventes? 0. Vous faites 0. C'est-à-dire que les gens sur les tablettes ne surfent pas, ne naviguent pas, ne cherchent pas. Ils regardent les 20 premiers titres. Et donc, si vous voulez acquérir de la visibilité, vous êtes obligé de dépendre d'Apple, de Google. Et ces gens-là, c'est des boîtes noires. On ne parle pas avec eux. Ils vous choisissent, et c'est tout. Alors que dans un réseau de vente, vous discutez avec des gens, vous allez déjeuner avec eux, vous avez ce qu'on appelle un rapport de force qui s'exprime. Là, on n'a plus rien. Donc vous devez garantir votre indépendance numérique. Ça, c'est un des enjeux que le groupe s'est fixé. Autre aspect, c'est qu'en termes économiques, vous vendez des produits dans l'univers papier qui va de 3 à 10 euros. On va jusqu'à de la vente d'abonnement. On va jusqu'à du 300 euros pour la croix, un peu plus de 300 euros. Ça, c'est dans le monde physique. Dans le monde numérique, vous partez du gratuit jusqu'à maximum, allez, du 30 euros par an. Votre structure de chiffre d'affaires n'est absolument pas la même que dans la version papier. Vous ne pouvez pas amortir la même structure de coût. Et donc là, vous devez revisiter, et on doit refaire ce travail-là avec l'ensemble des ressources humaines, c'est d'arriver à se dire comment on peut produire du contenu intéressant qui maintient la relation client-lecteur, mais en revisitant nos structures de coût. Un petit jeu, quand vous êtes éditeur, quand vous allez devoir vendre un produit numérique, on va tout faire pour faire que les gens viennent acheter leurs produits numériques chez Bayard. Et là, vous gagnez 100 points dans votre jeu vidéo. Imaginez que vous êtes dans un jeu vidéo, l'objectif c'est de faire le plus grand nombre de points. Si votre client vient acheter chez un partenaire, vous gagnez 50 points. Et s'il vient acheter chez Apple, Google, Amazon, Kobo, vous gagnez 20 points. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Mais si vous voulez faire monter la valeur de votre entreprise éditeur, vous avez intérêt à tout faire pour qu'au final, les gens viennent sur votre site web, vous donnez sa carte bleue, et vous maîtrisez votre relation client-lecteur. Voilà, ça c'est le point important. Le deuxième aspect, c'est qu'une fois qu'on a acheté, il faut lire. Et là aussi, rebelote, même principe, toutes les équipes doivent se concentrer sur faire venir lire chez Bayard. Ensuite, on peut faire lire chez un partenaire ou chez Agaco, mais vous ne gagnez pas le même nombre de points. Voilà, ça c'est notre gameplay à nous pour les joueurs de jeux vidéo dans la salle. Voilà, ce sont les règles qui nous inspirent pour construire notre stratégie numérique. On ne veut pas dépendre de nos amis, grands amis américains, mais on doit apprendre à jouer avec eux. J'y reviendrai juste après. Il y a un autre phénomène qui est important, qui est que vous avez dans l'édition numérique, on l'a vu ce matin, vous avez ce qu'on appelle les formats de fichiers, ça a été évoqué. Et dans les formats de fichiers, c'est le contenu. Et ça, c'est notre truc à nous, éditeurs. C'est-à-dire que c'est là où on met nos articles, nos images, et c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Et puis en face, vous avez ce qu'on appelle le programme, ce qui exécute ou ce qui permet de lire et d'accéder à votre contenu. Et là, comme par hasard, quand vous éditez du doc, vous avez Word, quand vous avez du PPT, PowerPoint, Excel, XLS, PDF, vous avez Acrobat Reader, quand vous ouvrez un fichier HTML sur un site web, vous êtes dans un navigateur, quand vous ouvrez des fichiers propriétaires, vous avez une liseuse. Là, c'est l'exemple d'Aquafadas. Tous les éditeurs se sont concentrés sur cette partie gauche. Tout ce qu'a fait Internet et numérique, c'est de créer de la valeur dans la partie droite. Et on a abandonné, nous éditeurs, la création de valeur là, à des grands acteurs. Et on leur a dit oui, parce qu'on nous parlait, ce qui a été dit ce matin, oui, il faut du standard. Faites du standard. Et tous les éditeurs se disent ah, il faut un standard. Par exemple, dans le livre numérique, on va faire de l'EPUB. Qui a lu la DTD EPUB s'endort au bout de 3 secondes. La DTD, c'est la grammaire qui décrit un livre numérique. C'est impossible. Et là, qu'est-ce qu'on a dans le programme? C'est ce qui va permettre de gérer l'expérience de lecture client et la donnée. Or, on sait que la donnée, c'est le pétrole de demain. Et là, on est en train de laisser partir toutes nos données à l'extérieur. Et donc, toutes les équipes, au sein d'un groupe de presse, d'une maison d'édition, doivent apprendre à revenir, recréer de la valeur dans cette partie droite et ne pas la laisser à d'autres. Ce qui veut dire qu'on a des problématiques de contenu. Alors ça veut dire tout simplement on est dans des débats extraordinaires. Est-ce qu'il faut faire du fixed layout? On fige la mise en page, donc le PDF, et on retrouve nos règles, le chemin de fer, le visuel, le rendez-vous, les rubriques qu'on a dans le papier.
Versus le responsive design, cette idée qu'on peut publier un contenu, puis après, hop, ça se met en page dans tous les écrans. Et du coup, quand vous êtes dans du responsive design, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous avez 100 lecteurs, eh bien, vous pourriez avoir, on peut imaginer que 100 lecteurs n'aient pas eu accès au même produit. Là où quand vous lisiez Le Pèlerin ou Notre Temps, tout le monde voit la même maquette. Là, tout d'un coup, dans le numérique, tous nos clients sont en train de voir des contenus qui n'ont plus le même format ni la même présentation. Ce qui, pour un éditeur, fondamentalement, change la donne. En plus, dans nos métiers, on doit apprendre à gérer du versionning. Ça vient du monde du logiciel. Ça veut dire qu'un journaliste, un éditeur, doit se projeter en disant ce contenu-là va avoir un cycle de vie. Il va vivre dans le temps. Il n'y a plus de BAT, c'est fini. Il faut apprendre à gérer ce contenu dans le temps. Et en plus, un défi à relever économiquement pour nos entreprises, c'est la nécessité de maintenir en état d'accessibilité nos contenus dans le temps. Ça veut dire que quand Apple passe de version iOS 7 à iOS 8, quand Google passe de Android 4 à Android 5, il y a des changements et ils nous annoncent la veille en disant « Vos contenus sont plus compatibles ». Ah ouais, ben vous avez un problème. Et il faut le financer tout ça. Je vais passer rapidement. Quand même pour présenter des petites choses. Il me reste 5 minutes. Ouais, bon, ça va aller vite. On a développé on a un univers jeunesse autour du Genial Store, la lecture sur écran donc pour les enfants, avec un nouveau projet qui sort sous forme d'e-magazine, Un jour une actu. C'est une vidéo qui est produite sur France Télévisions, qui est remaquettée dans un journal papier, un hebdomadaire, et une version iMac qui va sortir sur tablette, qui sera vendue sur abonnement. Et on se sert de toute la plateforme technique qui a été montée sur le Genial Store pour déployer l'ensemble des projets du groupe. On va retrouver Un jour une actu, il y a d'autres projets qui sont en train d'arriver dans les 3 secteurs, seniors, culture et religion, et même la Croix va s'en inspirer. C'est la capacité, ici, à permettre à des gens de se connecter, quel que soit leur device, et de retrouver des contenus, sans passer forcément par la case « je paye à Apple » ou à Google. Donc sans payer la dîme de 30 à 40%, plus 40 que 30 d'ailleurs, du chiffre d'affaires, de ne pas les laisser. Donc ça aussi, c'est toute une stratégie marketing. On a développé, toujours pour le segment jeunesse sur Milan, ToboClick et MobiClick, qui sont des iMacs qui vont sortir à partir de septembre sur tablette, et puis la version Un jour une actu qu'on a en bas, toujours sur abonnement. Ça, c'est l'écran d'Un jour une actu. Parents-enfants, c'est une offre sur tablette et PC, un hebdomadaire, 24 € par an, 3 rubriques côté parents, côté enfants et des activités à faire en famille. Voilà, là vous avez un peu des exemples, vous pourrez télécharger. Ça vient de sortir, hein, c'est ouais. vrai que ça. Alors ça vient de sortir, on l'a lancé au moment des événements de Charlie. Donc clairement le lancement a été passé inaperçu, mais on va le relancer peut-être aussi sous une autre forme, là aussi on apprend beaucoup de nos erreurs. On a un travail sur Notre Temps, qui est un kiosque PDF disponible, mais avec des versions des hors-séries numériques qui sont en train d'arriver. Juste Cédric, pour être dans le cliché, parce qu'on aime bien ça. Donc toi, tu as des lecteurs soit très jeunes, ouais, soit très vieux. Comment ils se comportent vis-à-vis du numérique? Alors les très jeunes, tu nous as montré l'exemple du visuel du début, et les très vieux? Ils se comportent très bien les deux, ils se complètent. D'abord, sur le numérique, c'est intéressant, ils sont moins vieux que dans le papier. C'est-à-dire qu'on gagne 10 ans en moyenne entre un lecteur papier et un lecteur numérique. Donc c'est toujours intéressant de se dire que la génération des 45-55 ans sont des futurs seniors, donc il faut aussi les accompagner, avoir des offres qui répondent à leurs besoins. Les enfants, ils sont très demandeurs. Ceux qui ne sont pas demandeurs, c'est les parents. Donc très clairement, on a un conflit dans le foyer qui fait que c'est pas simple d'arriver à vendre une offre qui va dire aux parents « mettez vos enfants sur des écrans ». Voilà, je termine juste sur... Là, il y a un travail qui est fait aussi au niveau, vous voyez, sur des BD numériques, comment travailler sur des offres en reprenant des contenus, de les remaqueter de façon à les diffuser soit sur nos plateformes de diffusion, soit sur les plateformes de diffusion Apple, Google, Amazon. Pour vendre juste, je vais terminer par là, je vais vous le faire en 2 minutes. Vous ne pouvez pas penser l'édition numérique sans réfléchir très très en amont sur les questions marketing. C'est-à-dire là, on avait un workflow, vous savez, le workflow traditionnel, le journaliste, la rédaction, on fait un produit, une fois que le produit est fait, ben, il faut le vendre. Vous oubliez cette chaîne de travail, vous oubliez cette méthode-là, on met tout le monde autour d'une table et tout le monde se parle et a le même niveau
de dialogue, que ce soit les équipes rédactionnelles, édition, marketing, technique, parce que la performance de votre produit numérique va dépendre de la bonne communication de l'équipe projet. C'est pour ça que les startups marchent bien, c'est pour ça qu'on a oublié un peu parfois ce métier, parce qu'on est sous pression, on est dans un timing lourd, parce qu'on est quand même dans une industrie qui a du mal, mais on a oublié ce réflexe d'aller tout de suite vérifier avec les équipes marketing comment on va faire, tout simplement pour faire que 3 règles. L'acquisition, comment faire que la personne vienne télécharger mon application, me voit, donc c'est tout le travail sur le référencement, le cross-application. Optimiser la rétention, vous êtes super content, vous êtes un éditeur, vous avez cartonné, vous avez fait 300 000 téléchargements. Ouh! Sauf que, au bout de 2 mois, votre trafic quotidien, c'est 2000 personnes. Il y a 300 000 personnes qui ont téléchargé votre application sur un iPad ou un smartphone, mais il n'y a que 2000 qui cliquent dessus. Vous avez un problème de rétention. Et puis après, il faut optimiser la monétisation. Halte gratuit, on s'est déjà tiré 2 balles dans le pied en 2000 avec le web gratuit. Ne recommençons pas avec le numérique. Il faut défendre un prix fort, un prix haut, il faut apporter de la valeur, il ne faut pas vendre un PDF. Là aussi, c'est un vrai danger, ce truc-là. Parce qu'on est en train de détruire la relation de confiance qu'il y a entre nos lecteurs et nous, éditeurs, qui publions, et on doit enrichir l'expérience de lecture, et donc il faut optimiser cette monétisation. Et du coup, je termine par ça, quand vous investissez de l'argent dans de l'audience, quand vous faites des sites web, quand vous faites venir des gens sur votre site web, vous allez provoquer des téléchargements, vous faites de l'autopromotion, vous faites de l'emailing, vous faites de la sélection Apple, vous essayez de faire qu'Apple vous mette en avant dans les fameux, vous savez, c'est comme chez Carrefour, les têtes de gondole quand vous arrivez dans le magasin, ou à la caisse, il y a les fameuses têtes de gondole. Bah, là, on paye pour être présent dans ces têtes de gondole. Apple, on ne peut pas, mais c'est eux qui décident de votre succès ou pas. Et puis le référencement. Tout ça tombe dans un bol, et après, toutes les équipes marketing doivent travailler sur qui est venu se connecter, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a lu, comment je peux le travailler, comment je peux l'aider, comment je peux le guider. Ça, c'est le rêve, ça, c'est la réalité de nos entreprises. On a des fuites partout. Partout parce qu'on doit être dans l'automatisation, il faut avoir une très bonne vision de ce que fait à la fois notre lecteur et notre client pour y arriver. Ce qui fait qu'on est face à des sites web, on se leur dit quand même, parce que c'est important par rapport à ce qu'on s'est dit là avant. D'abord, on a bien dit que c'était la case actualité et économie. Ça veut dire que le lecteur n'est pas le payeur. Ok ? Donc déjà, pour nous, groupe de presse, tout ce qu'on a dit en début ne nous intéresse pas parce qu'ils ne payent pas leur contenu. C'est l'entreprise qui paye pour eux. Nous, on est face vraiment à des gens qui disent « Ok, je vais investir 5 € chez toi ». En plus, on a des sites web, en moyenne dans la presse, sauf l'équipe, grâce au match de foot. Vous avez un visiteur qui vient 1 fois par mois. Si vous êtes un commerçant, que vous ouvrez un magasin en bas ici, et qu'il y a un visiteur qui passe 1 fois par jour dans votre rue, ce n'est pas suffisant pour vendre. Vous devez absolument augmenter ce ratio de visite. Et ensuite, vous posez la question, pourquoi ce lecteur reviendrait-il me voir? C'est un des enjeux de l'édition numérique, c'est se travailler sur revenir ici. C'est le contenu, mais ce n'est pas que le contenu. C'est la façon de le mettre en page, ce que disait Bandapart, c'est-à-dire l'expérience de lecture, la façon d'amener un peu un contenu que ce soit sur écran iPad, mais c'est vrai pour l'iPhone, c'est vrai pour les écrans d'ordinateur. Voilà, j'ai terminé, pardon. Merci Cédric, secrétaire général numérique du groupe Bayard. On va ouvrir la voie aux questions, critiques, débats. Donc on a essayé de voir les différents aspects. On a parlé éditorial, on a parlé marketing, on a parlé technique. Anne-Claire et Fouzi, je vais peut-être vous demander d'où... Voilà, on va se mettre en mode discussion-débat. Donc moi j'ai éventuellement quelques questions, mais on va laisser parler la salle. Oui, bonjour. David Fossé, rédacteur en chef adjoint du magazine Ciel et Espace, qui est un mensuel scientifique consacré à l'astronomie, donc un marché de niche. Et on a lancé récemment une revue 100% numérique anglophone, une adaptation anglophone de notre magazine, qui s'appelle First Light Magazine. Alors, je voulais vous dire, donc l'équipe de Bandapart, d'abord qu'on s'est pas mal inspiré, enfin, on a beaucoup regardé ce que vous aviez fait avant de nous lancer, nous aussi, dans cette aventure. Donc, je suis content de vous avoir en face pour vous dire qu'on a vraiment beaucoup apprécié votre travail. Donc, j'espère que ça va finir par marcher, que vous atteindrez l'équilibre. Donc, si je mets en parallèle ce que vous avez dit, donc,
Et ce qui vient d'être dit sur la façon dont Bayard tenait à connaître ses clients, la question que j'ai par rapport à vous, c'est vous, comment vous faites? Est-ce que vous avez une connaissance de vos lecteurs, même s'ils sont pour l'instant des lecteurs gratuits, mais peut-être qu'un jour vous passerez une version payante, j'imagine. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez un regard, une connaissance des gens qui vous lisent, compte tenu du fait que, je crois que vous passez par Aquafadas, il me semble, je crois que vous développez avec eux, et puis vous êtes aussi sur Google, enfin vous passez par Yagaco, donc est-ce que vous avez trouvé une manière de connaître vos lecteurs? Au point de vue data, non. Au point de vue, c'est ce qu'on disait, de la récupération chez les grands, c'est compliqué. Après, on a des newsletters dans nos magazines et les gens nous écrivent toute la journée, ça nous fait plaisir. Ensuite, on entretient des liens avec eux en les informant de la sortie du magazine, des actualités, enfin tout un tas de choses, mais sur des datas qui sont ce qu'ils mangent. On ne sait pas, on sait juste qu'ils reviennent. Voilà. Après, effectivement, si on était dans une problématique de vente, effectivement, tout ce que je dirais me ferait virer directement de chez Bayard. Pour l'instant, ça ne vous pose pas de problème. Enfin, c'est pas quelque chose sur lequel vous avez envie de connaître plus vos lecteurs. Il n'y a pas de perspective pour vous à... Il y en aura au moment où on sera on aura un travail sur le site internet. C'est-à-dire, voilà, là, le flicage, les analytics, tout ça va être notre pain quotidien. Donc, non, sur le magazine, j'avais tenté une expérience et ça m'avait troublé. J'avais mis des analytiques une fois sur... ça marche pas très bien d'abord. Puis, la fois où ça a marché, j'avais en temps réel la lecture d'un lecteur. J'avais l'impression d'être derrière son dos. Je voyais les pages se tourner, vous savez. C'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre, c'est très déstabilisant pour un éditeur. Après, on a... alors, si vous voulez, au départ, on s'est dit on va pas regarder les analytiques parce que on voulait pas se mettre cette pression-là, quoi. Qui lit quoi, comment, combien de temps il passe sur une vidéo, etc. Parce que finalement, quand vous faites un magazine et quand vous essayez de faire le magazine de votre vie, celui dont vous rêviez, se poser ce type de questions à ce moment-là, c'est se couper l'herbe sous les pieds, c'est se gâcher le plaisir qu'ont eu nos aïeux à faire leur propre magazine ou leur propre... voilà. À ce moment-là, on s'est dit, si on veut que notre magazine ait un caractère, autant que ce soit le nôtre, et pas celui de 10 000 en même temps, quoi. C'est-à-dire que pas quelque chose de tiède. Voilà. Alors Cédric, justement, évidemment, vous n'avez pas forcément la même vision, même si vous avez beaucoup de points communs, mais on a un des plus grands groupes de presse français face à un des plus petits groupes de presse français. Donc Cédric, est-ce que vous êtes compatibles? Comment faire? Oui, on est compatibles. Après, faut vraiment, je reprends, il n'y a pas d'effet volume dans le numérique pour la presse aujourd'hui. Voilà. Parce que même les chiffres qui ont été annoncés, Le Monde, Le Figaro, c'est de la gonflette, on le sait. Bon, alors après, il y a un marché de pub qui nécessite de dire on fait des choses. Mais quand vous vendez, votre salaire dépend de ce que votre lecteur va venir vous acheter ou pas, c'est une autre histoire. Donc l'analytics ne vient en second, c'est-à-dire il y a d'abord une offre produit. Il y a un contenu, un positionnement, un angle, une façon de présenter les contenus. Après, on est face à une deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, pour vendre ça, vous avez besoin de données, vous avez besoin de comprendre. Il ne s'agit pas de dire que la donnée influence l'éditorial, il s'agit juste de dire que demain, pour vendre dans le numérique, ça va être plus compliqué que dans le physique. Et que l'énergie que vous allez devoir dépenser pour faire une vente d'un exemplaire numérique sera 2 fois supérieure à votre énergie pour vendre un exemplaire papier. Si vous refusez ça, vous pouvez le dire, j'achète pas. Mais c'est vrai que pour vendre, nous, aujourd'hui, pour faire 200 à 400 000 euros de chiffre d'affaires numérique, c'est une vraie énergie. C'est-à-dire chaque client qu'on connaît, qui tourne nos pages, c'est vrai qu'on a envie de sortir la bouteille de champagne en disant « ça y est, il a compris ». Et ça, c'est important dans la motivation des équipes. C'est quand même de venir voir les lecteurs, non pas revenir une fois par mois, mais revenir une fois par semaine, voire 2 fois par jour. Ça, c'est le top du top. Mais ces clients-là, vous les connaissez. Vous rentrez en relation avec eux, sur les réseaux sociaux. La question qui est abordée là sur les réseaux sociaux, elle est primordiale. Retisser du dialogue, recréons du lien. Mais on revient sur les fondamentaux du métier d'éditeur. Je parle à quelqu'un, et ce monsieur, c'est pas un visiteur unique.
C'est madame ou monsieur Michu, c'est monsieur Cédric No. Il a tel âge, il a des enfants, je peux peut-être lui apporter du contenu. Et là, tout d'un coup, on se reprojette dans ce qu'on a oublié en tant qu'éditeur, c'est on raconte des histoires à des gens, on fait rêver. La data, derrière, elle nous permet juste, effectivement, quand on est dans les logiques de vente comme on est, parce qu'on refuse un peu la gratuité, même si on joue avec, mais on la refuse dans le sens où il faut payer des salaires, des locaux, des mètres carrés. On a besoin quand même de s'alimenter, et sachant que d'abord le groupe Bayard est un groupe qui s'est construit sur du marketing direct. Donc la donnée, on la connaissait, c'est de l'adresse postale, et on fait des échanges avec la FNAC, Éveil et Jeux, Oxybul, on s'échange nos fichiers, on envoie des mailings papier. Sauf que les mailings papier ont des rendements qui se cassent, c'est-à-dire vraiment ça ne répond plus. On a un problème dans la machine à vendre. Et donc si aujourd'hui vous vous basez sur l'email, bon courage, il vous faut beaucoup d'adresses mail pour commencer à faire 10 ventes. Si vous prenez des ratios classiques de vos newsletters et d'emailing et vous vous projetez, ok, j'envoie une newsletter par semaine avec les ratios de taux de lecture, taux de clic, taux de transformation des abonnements, vous faites 1500 ventes dans l'année. Vous ne vivez pas. Sur un Jamir Store, pour vous donner un peu un ordre d'idée, on fait un peu plus de 80 000 ventes de livres. Si on s'était appuyé uniquement sur de la mécanique, emailing sans s'appuyer sur la data, on aurait fait à peine 2000 ventes. Voilà. C'est vraiment un métier qu'on réinvente pour recréer une histoire. Une question, Gilles? Bonjour, Gilles Bruno, observateur des médias. Donc j'avais une question plusieurs petites questions pour l'équipe de Vendapart. En effet, un peu surpris sur le côté deep linking et le fait de pouvoir partager sur les réseaux sociaux ou pas. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous répond Aquafadas là-dessus et à quel délai. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas virer Aquafadas pour embaucher un vrai développeur iPhone, plus un développeur Android, plus un développeur je ne sais pas quoi, c'est-à-dire sans avoir les sous du monde.fr, faire la stratégie par exemple du monde.fr, mais même là-dessus, on voit qu'aujourd'hui, quand vous voyez un tweet d'un article du Monde, vous pouvez l'ouvrir directement dans l'appli du Monde, mais pas encore au Figaro. Donc même là, entre grands acteurs, ils ne sont pas à jour. Donc est-ce que vous allez aller vers ça? Et ensuite, sur votre modèle économique, est-ce que votre modèle économique, c'est pas votre agence en fait, le BD? Parce que c'est un truc que j'ai l'impression qu'il faut dire, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas, il ne faut pas en avoir honte déjà, voilà, et donc si vous n'êtes pas bénéficiaire entre guillemets sur votre magazine, peut-être il faut dire que vous arrivez à faire votre magazine parce qu'à côté vous avez une agence et que vous bossez pour des marques, etc. Et dernière question, excusez-moi, c'est justement par rapport à votre activité d'agence, j'ai regardé votre application et on voit que vous avez plusieurs formats. On voit que donc plusieurs formats de présentation d'articles et puis ensuite on passe à des formats publicitaires. Et ma question c'est est-ce que vous avez travaillé avec des agences pour que ces formats publicitaires s'intègrent éventuellement à du contenu rédactionnel? Est-ce que vous refusez ça? Et est-ce que votre film de départ pourrait être remplacé par une publicité? Et dernière question, pourquoi est-ce que pour une appli gratuite, dans votre application, c'est un panier, donc un logo d'un panier qui pour moi évoque un achat, alors que tout est gratuit? Merci. Alors, 2 minutes. Ah oui, Aquafadas, oui. Oui, du côté d'Aquafadas, ils sont en train de développer un outil de clipping. Ça prend une photo de l'écran et on la partage. Donc, impossibilité de lier, d'interagir, peu importe. Donc, pas de partage. Il y a d'autres systèmes de partage qui s'appellent les sites miroirs. Grosso modo, vous avez l'impression de partager une page d'un magazine. En fait, vous partagez une page d'un site. Voilà. C'est ce que font énormément d'acteurs de la presse. Donc oui, alors nous, sur le partage du magazine, sur l'interaction, on a fait un peu notre deuil. Maintenant, sur le contenu, on va le partager par rapport au site vendaparat.fr. On est en train de développer, où tout le contenu de l'application sera aussi sur le site, présenté de façon différente, de façon quotidienne. Mais voilà. Là, c'est pour l'idée de partage.
Ensuite, il y avait le EBD. EBD, oui, c'est notre agence. On l'a créé. Alors, on a commencé par Bande à part. Oui, les éditions du bout des doigts. Donc, on a commencé à créer Bande à part. On s'est rendu compte qu'on avait acquis une compétence. Et cette compétence, on a décidé de la vendre pour d'autres groupes de presse, pour des marques. On fait des applications. Là, l'application qui sort ce mois, c'est une application qui s'appelle Raconte-moi une recette, donc nous sommes éditeurs, et qui est une application journalistico-culinaire. C'est-à-dire, non, c'est du documentaire mais mélangé avec du livre de recettes. On aime bien les mélanges de genres. Elle sort le 24, elle est gratuite. Donc, ensuite, le modèle économique, on était là-dessus, non, sur la publicité. Alors, on ne fait pas de publi rédactionnel. Non, on a une totale indépendance, on travaille harmonieusement avec notre commercial qui fait littéralement partie de l'équipe, qui part du sommaire déjà pour ensuite aller appeler les premières personnes, les premiers contacts, et puis après, il y a des choses qui sont complètement indépendantes du contenu. Jusqu'ici, même la seule chose qu'on allait trouver, les choses étroites, c'est les partenariats. Ça, c'est quelque chose qu'on développe aussi, de sorte à gagner en visibilité. Vous verrez dans le métro, sur les bus, etc., le logo Bande à part sur certains films. On a un partenariat fort par mois et forcément, donc, nous, c'est le rédactionnel, dans ce cas-là, qui s'en ressent. Mais jusqu'ici, on n'a pas eu ce genre de conflit. Petite précision donc, que nous avait donnée au moment de l'écriture du bouquin notre responsable qui vend les pubs, hein, donc c'est pas secret puisque c'est dans le livre. Donc alors le prix annoncé, hein, vous savez tous la différence entre un prix annoncé et un prix réel. En tout cas, le prix annoncé de l'écran de pub sur Bande à part est de 3 000 €. Voilà. Il est un peu moins aujourd'hui. Donc la dernière question, c'était... Oui, alors ça, c'est vraiment... J'y avais jamais pensé. On est en train de faire notre mise à jour. Non, c'est les kiosques qui étaient fournis comme ça. On les a adaptés, on a adapté les couleurs. On n'a absolument pas pensé au caddie. Ah, c'est parce que c'est un outil fourni Par Aquafadas, oui. Oui. On l'a pas développé. Ouais. Suffisamment customisé. Enfin, vous n'avez pas customisé cette partie. Oui. Ah, ensuite, pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas, nous, notre propre API? D'abord parce c'est une compétence que nous ne possédons pas aujourd'hui. Deuxièmement, c'est que, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, vous avez des changements souvent d'iOS. Et lorsque vous faites un mensuel, vous avez de la pub dedans, il y a intérêt que ça marche très vite. Sinon, votre annonceur, il ne vous loue pas derrière. Donc, il faut s'appuyer sur un éditeur comme Aquafadas, qui lui va anticiper le changement d'iOS, qui va lui faire le travail, recalculer les choses. Et le jour où ça passe d'un iOS à un autre, vous passez un coup de fil, vous faites un chèque, et ça fonctionne. Voilà. Juste, et on va repasser la parole à la salle. Une petite question, on avait mis en sous-titre de ce lab, changer le journalisme. Est-ce que vous avez, vous nous disiez, Anne-Claire, au téléphone, que vous avez vraiment l'impression là, de faire le métier dont vous avez toujours rêvé? En ce qui me concerne, ouais. Pleinement. Ah, vraiment, moi, c'est à titre personnel, chez mes anciens employeurs, Radio France par exemple et d'autres, je sentais qu'il y avait un frein dès qu'on arrivait avec des idées en 3 dimensions, ou ce côté vraiment transmédia et jouissif en fait, dès lors que vous avez été touché à tous ces outils. Et tous les gens de notre équipe sont tous des journalistes qui travaillent ailleurs et qui voient en Bande à part vraiment c'est ce qu'ils me disent. Il y a une très très belle phrase d'Anatole France qui dit « Qu'est-ce qu'un critique de cinéma? C'est quelqu'un dont la part d'âme irradie dans ce qu'il écrit. » Enfin, c'est dit mieux que ça évidemment, mais je n'ai pas en tête exactement. Et en fait, c'est le supplément d'âme des uns et des autres qu'il s'agissait ici de mettre à profit de pages, et avec cette idée aussi donc innovons ensemble, créons ensemble. En fait, dans Bande à part, vous avez une structure, les gens qui nous retrouvent tous les mois ont des repères, et puis il y a des pages qui sont sur mesure. C'est notre côté un petit peu made in France, couture made in France. Et quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, comme José Garcia, qui a une énergie incroyable et qui est une espèce de troublion, vous arrivez avec une idée préconçue de ce que vous allez faire avec lui. Puis en fait, ça se passe totalement autrement. Et la chance qu'on a, la liberté qu'on a, c'est pouvoir rentrer à l'atelier, à l'agence, et se dire on va faire autre chose et on va coudre autrement le dialogue qu'on a eu avec lui, parce que finalement, il nous a promené ailleurs. Et ça effectivement, c'est un regain de vitalité énorme.
Moi, j'aimerais juste ajouter, la tablette est un support média. Est-ce qu'on, nous, en tant que journalistes, est-ce qu'on peut se dire, ce nouveau support, je ne vais pas réfléchir à la façon dont je vais l'exprimer dessus. Voilà. Est-ce qu'on, c'est pas du papier, c'est pas de la télé, c'est pas de la radio, et on est obligé de faire ça. On ne peut pas transposer de l'un à l'autre. Aujourd'hui, il y a d'autres supports. Là, on est en train de réfléchir sur un autre support, qui sont les casques de réalité virtuelle, ou comment le journalisme peut exister dans ces casques-là, dans cette nouvelle façon d'amener l'image. Et je pense que on a ça dans nos gènes, quoi. De réfléchir comment est-ce qu'on peut dire de la meilleure façon possible, traduire notre pensée, ou la pensée des autres, ou quelque chose d'important. Aussi une chose, je parle pour moi, mais c'est vraiment la moyenne d'âge chez nous, enfin l'équipe, les gens, les journalistes, ou les auteurs, je les appelle comme ça, moi, ont entre 25 et 55 ans. Hormis le plus jeune, tous ont travaillé à Télérama, au Film Français, à France Culture, France Inter, etc. Enfin, ils ont des parcours divers et variés, mais tous travaillent depuis en moyenne 20 ans dans le secteur, et donc ils ont envie de proposer autre chose. Quand vous avez à votre disposition tous les outils de communication, vous n'êtes pas obligé, enfin, le piège c'est de vouloir en faire de trop, mais après il s'agit de se dire quel outil j'utilise pour raconter quoi. Et la force de la chose, c'est que ça vous permet aussi, enfin ça demande une grande vigilance, et ça remobilise le cerveau, et enfin, l'être tout entier, c'est-à-dire ça remobilise l'écoute. Moi, un exemple concret, je suis en face d'un cinéaste avec lequel j'ai 1 heure pour converser, et puis son téléphone sonne en plein milieu de la conversation, il répond, et la conversation est passionnante, j'y assiste, il m'autorise, et il se trouve qu'en plus, elle va infléchir la conversation, puisque quand il raccroche, il dit « Pardon, c'est l'Opéra de Paris, mais parce que je suis aussi en train de faire mise en scène d'opéra. » Et moi, du coup, je pose une question sur l'opéra, puis on change de direction. Et ben, la force de la chose, c'est avec son autorisation, est-ce que je peux récupérer ce son-là? Est-ce que je peux garder le son de ce coup de fil, un bout? Et bien nous, on a les outils que nous avons nous permettent d'utiliser ça. Donc vous avez une conversation écrite, et tout d'un coup, vous avez le son téléphone, et puis ça explique la suite. Et en plus, vous avez, pour le lecteur, tout d'un coup, en plein milieu de la lecture, la voix de la personne intervient. Ça crée une présence, ça crée un trouble, parce que dès que vous avez un son et une image fixe, ou un son et un texte, tout de suite, ça mobilise, ça crée une espèce de... ça réveille. Et moi, j'adore cette idée que tout d'un coup, on peut, que ce soit pour nous, journalistes, ou pour le lecteur, on crée un nouveau rapport au présent. Voilà, j'aurais beaucoup à dire là-dessus. Merci. Question encore? Oui, au fond. Oui. Mehdi Guiraud, data journaliste. C'est une question qui s'adresse à Cédric Maud de Bayard. Pardon. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ma présentation. Donc, je suis Mehdi Guiraud, data journaliste chez Copétic Média. Ma question s'adresse donc à Cédric Maud de Bayard. En fait, on voit bien que maintenant vous avez besoin qu'il y ait une forme de e-réputation qu'il va falloir que vous travaillez, parce que vous dites en fait qu'il faut que les gens viennent, pas par hasard, qu'ils sachent un peu qu'ils vont trouver quelque chose, et c'est ça qui va permettre d'augmenter les clics, que le boucher, il faut que les gens rentrent dans la rue avant qu'ils commencent à pouvoir vendre plus de produits. Donc est-ce que là-dessus vous avez une stratégie en termes d'e-réputation? Est-ce que ça a de l'impact en termes éditorial? Est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous travailler avec les équipes éditoriales pour avoir quelque chose qui puisse correspondre à la demande des lecteurs? Est-ce que vous avez quelque chose, est-ce que vous avez une stratégie de ce côté-là? Oui, on a une stratégie, elle consiste d'abord à former les collaborateurs du groupe. Il est hors de question de dire que quelqu'un arrive en disant bah voilà, c'est ça le numérique, on va faire du big data ou de la data visualisation ou du machin. C'est d'abord de faire permettre à tous les collaborateurs de comprendre cet univers, ce qui est en train de se passer. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, comment je l'utilise, comment je peux intégrer ces outils-là dans ma pratique quotidienne de journaliste. Mais comment je l'intègre aussi dans ma pratique marketing. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire est-ce que c'est le chef de produit qui publie sur Facebook ou est-ce que c'est le journaliste? Et le journaliste, il publie en son nom ou au nom de la marque? Et jusqu'où il peut aller? Donc le problème de la réputation, c'est quelque chose qui se réfléchit en groupe, en collectif. On se met autour de la table et on décide d'une charte.
comment on s'organise, qui, comment, à quelle heure, pourquoi, quel est l'objectif. Donc cette stratégie, elle est, au sein du groupe, elle est naissante. Il y a tout un travail qui est en train de se mettre en place. Et par des actions de sensibilisation, il y a un socle commun numérique et un programme de formation d'une journée. Là, cet après-midi, on est en formation sur Twitter. Voilà, donc on accompagne. Mais l'ensemble des collaborateurs, c'est pas que les rédactions, mais le marketing, les DA aussi ont leur propre réflexion sur comment le rapport au visuel, la place de l'image dans les produits numériques. C'est un des éléments forts de ce qu'on a vu, mais ça pose plein de questions, des problèmes de droit d'auteur, de financement de ce droit, comment on accède et on achète une photo et on la republie sur 5 supports différents, 5 tailles d'écran. Si vous regardez la note finale de ce que ça vous coûte rien qu'en droit d'auteur, vous n'avez rien fait encore, eh ben, il faut vendre déjà quasiment 400, 500, 600 exemplaires pour juste rentabiliser ça. Donc voilà, donc l'action, elle se situe plus dans une action de terrain au niveau des collaborateurs. Après, vous savez, dans l'édition, il y a une règle qui dit que vous publiez de 300, 400 livres, puis il y en a un qui marche, vous ne savez pas pourquoi. Le principe qu'on a à Bayard, c'est qu'on lance plein de projets, il y en a qui sont des échecs, il faut le dire, mais on sait qu'un jour, tout d'un coup, on va rencontrer le public, comme l'a fait Bandapart, c'est-à-dire un produit qui parle à quelqu'un. Voilà, c'est ce qu'on attend. Une dernière question. Bonjour, Karine Silvino, pigiste. Je vais être assez pragmatique. Vous devez recevoir des tonnes de propositions, de sujets de la part de pigistes. Qu'est-ce qui fait que l'une ou l'autre retient votre attention par rapport à d'autres? Est-ce que c'est parce que le pigiste sait aussi faire de la vidéo? Est-ce qu'il n'a pas de chance parce que de toute façon, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut qu'il soit intégré à une équipe pluridisciplinaire et que donc le pigiste n'a pas sa place là-dedans? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'un journaliste peut devenir un bon journaliste, déjà à la base, mais aussi sur tablette? Alors déjà, effectivement, je reçois pas mal de propositions, mais moi, c'est la personne. La question, c'est l'humain. C'est la toute première chose, quelles que soient les compétences. Ensuite, parce que Bandapart, c'est aussi une philosophie, c'est aussi une façon d'être. Je suis très vigilante parce que je crois beaucoup à la notion d'équipe et ça veut dire aussi au relationnel. Donc, je veux par exemple, désolée, c'est la base, c'est pas des réponses, peut-être pas celles que vous attendez, mais la première chose, c'est est-ce qu'aussi cette personne-là sera un bon ambassadeur? Je tiens beaucoup à l'élégance et je trouve que c'est un joli mot. C'est pas du tout, c'est juste des gens qui savent écouter, qui ont un amour du cinéma énorme et qui peuvent aussi se compléter c'est construire une constellation. Et cette personne-là va avoir telle sensibilité, telle cinéphilie, etc. Avant même de savoir si elle est capable en multimédia de s'y débrouiller. La première chose aussi importante, c'est effectivement la qualité d'écriture, le style, donc un peu d'expérience. C'est vrai que je ne prends pas des pigistes qui ne sont pas rodés d'écriture. Or, on apprend à écrire en lisant et en écrivant. Donc il y a celui de 25 ans, le garçon de 25 ans, c'est un miracle. Hein. Je veux dire, c'est étonnant. Il a une maturité pour son âge. Mais son père, qui travaille à la Croix d'ailleurs, est un brillant journaliste. Finalement. Voilà. Donc voilà, mais pour l'exception. Pour le reste, moi je suis très ouverte, je lis, je vois un bon journaliste. Moi j'ai pas de leçon à donner, je sais pas, je peux pas répondre à la question de façon générale, je peux répondre pour Bandapart, mais Fouzi va répondre sans doute. Sont des gens donc, qui ont ce sens de l'écoute, cette qualité d'écriture, cette envie d'inventer, cette curiosité, ça c'est la grande base. Alors pour ma part, puisque on reçoit tous les deux des demandes, et on les traite différemment. Moi d'abord je demande à Anne-Claire si, après j'ai mon propre avis, mais la qualité d'écriture. Et ensuite, si la personne a un concept canon, je vais me battre. si elle a un vrai concept, une histoire à raconter, etc., on va beaucoup débattre avec Anne-Claire. Voilà. Alors, Bandapart, c'est aussi, il y a le noyau dur, ensuite il y a la fameuse constellation, et ça peut être l'histoire d'un jour. Ça peut être quelqu'un qui arrive, qui me dit « j'ai vécu une aventure extraordinaire en Birmanie, j'ai été voir un film là-bas, et puis c'était une expérience dingue, j'ai envie de vous la raconter. » On est en train de travailler sur le texte. Le texte n'est pas bon, on est en train de travailler ensemble, mais l'idée est tellement belle, et c'est son vécu, et ça nous intéresse, et ces photos sont chouettes. Donc travaillons ensemble jusqu'à ce que ce papier soit mûr. Il est hors actualité, donc on n'est pas pressé de le passer. Et le jour où le papier aura trouvé sa juste note, et ben on le publiera. Tu recrutes? Non. Attention au syndrome CD-ROM.
On a tous dans les pattes, pour ceux qui, voilà, 20 ans d'expérience d'activité du CD-ROM. Et on envoyait des demandes, alors, ah oui, mais alors vous n'avez pas la vidéo, le son, vous n'avez pas le jeu vidéo qui va avec, alors bientôt on va demander la liste. Ah bah oui, mais c'est toujours pour 50 €, 60 €, 100 €. Je veux dire, là, le modèle dont on a parlé ce matin nous interroge, nous éditeurs, c'est comment on va financer cette création. Comment financer la création? Ça devient un enjeu majeur, c'est de se dire, ok, mais qui va l'acheter, qui va le lire, qui va venir l'utiliser. Et donc quand on reçoit des demandes, c'est des vrais projets multimédia, on est super, c'est passionnant, on a une vraie histoire qui est racontée. Et syndrome du média. Oui, bah alors maintenant j'ai besoin du DA, du graphiste, du développeur, de l'intégrateur, du community manager, j'ai déjà 6 salaires à payer, j'ai rien fait. Voilà, et en face j'ai 0 client. Donc, soit on trouve de nouveaux modèles de financement de la création, soit effectivement, c'est le choix qu'on fait à Bayard, c'est on a des marques, on a une confiance lecteur, et il faut amener progressivement le lecteur, mais ça va prendre du temps, hein, ça ne va pas se faire demain. C'est-à-dire, voilà, il y a des contenus de qualité, il y a des interfaces, des expériences de lecture. Voilà, je vous fais rentrer dans un univers, mais ça va vous coûter quelque chose, ça a un prix. Merci. Merci Anne-Claire, merci Fouzi, merci Cédric, merci à vous d'être venus. Il reste des viennoiseries, c'est plus l'heure du petit-déj, mais il faut en profiter. On va en profiter pour consulter aussi les différents ouvrages du CFJ mis à dispo. Et puis on peut continuer à discuter pour ceux qui en veulent. Merci.